Bonsoir et bienvenue dans cette salle qui a été autrefois les Jardins du Graal et qui s'appelle le Paradis du Soleil, pour cette conférence qui est organisée par les Amis d'Hermès. Yann Leray, qui est une personne qui n'est pas très connue en France, qui vient de La Réunion, qui est une personne qui adore l'alchimie, et il en parlera toute la soirée. C'est un alchimiste qui pratique au laboratoire et qui pratique également la philosophie de l'alchimie. Moi-même, je me suis dit depuis longtemps, qu'est-ce que les alchimistes, qu'est-ce que l'alchimie? Et le moyen que j'ai choisi, c'est de rencontrer des alchimistes vivants. Et donc, lorsque je rencontre des personnes comme Yann ou comme d'autres personnes, eh bien, au lieu de discuter entre nous, l'idée, c'est d'en faire profiter toutes les personnes que le sujet intéresse. Alors, comment va se dérouler cette soirée? Nous aurons un impératif. À moins le quart, nous devrons partir très vite. Parce que le propriétaire des lieux veut fermer à clé à 22 heures. Donc ne soyez pas surpris de la brutalité avec laquelle ça s'arrêtera. Et comment ça va se passer concrètement? Je vais faire une courte introduction. Yann va se présenter. Nous laisserons beaucoup de place pour les échanges. Et l'intention de cette soirée est la suivante. C'est que nous parlerons d'alchimie au sens que c'est un choix, un chemin de vie. Mais surtout, nous aimerions aussi donner l'occasion de distinguer qu'est-ce que l'alchimie, qu'est-ce que la spagyrie, qu'est-ce que la philosophie de l'alchimie, qu'est-ce qu'éventuellement une évolution intérieure de conscience, une initiation ou un développement spirituel ou une voie spirituelle qu'on a tendance à appeler alchimie. Donc il y a énormément d'amalgame qui est fait rapidement, et il n'y a pas de mal, puisque très peu de personnes parlent d'alchimie. Il y a ceux qui parlent d'alchimie, comme me disait mon ami, il y a ceux qui font de l'alchimie, et puis il y a les alchimistes. Et c'est un mot magique, alchimie, donc on a tendance à l'utiliser, à le mettre à toutes les sauces. Donc ce soir, parlons d'alchimie. Lorsqu'on aura l'occasion, eh bien, nous nous permettrons de distinguer qu'est-ce qui est plutôt de l'esprit alchimique, qu'est-ce qui est plutôt hermétique, qu'est-ce que vit un alchimiste et qui n'est pas de l'alchimie, et qu'est-ce que l'alchimie vraiment qui est le travail sur la matière. Alors, eh bien, tu veux commencer? Je veux bien. Allez, vas-y. Merci Jean-Claude. Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Je suis très heureux d'être parmi vous, car pour moi l'alchimie c'est avant tout, bien sûr, un travail solitaire, mais qui n'a de sens et qui n'est riche que de partage. Pourquoi c'est riche de partage? Et pourquoi c'est solitaire déjà peut-être à la base? C'est parce que le travail va se faire forcément, et la première des matières qu'on va travailler, c'est nous-mêmes. Même si pour cela, on va utiliser la matière, des plantes, des minéraux, des métaux. C'est en fait parce que l'alchimiste, il a compris que faire par lui-même tout le travail était compliqué. Et en fait, il était un feignant. Il s'est dit que s'il utilisait un autre esprit, puisque l'alchimiste considère qu'il y a de l'esprit dans toute matière, eh bien, peut-être qu'il pourrait un partenariat qui pourrait se faire. Et c'est grâce à ce partenariat que finalement, il va simplifier son travail en lui-même. Bien sûr, donc c'est un riche de partage avec les minéraux, les plantes, les métaux, mais c'est riche de partage aussi aux humains. Pourquoi? Parce que tout ça n'a de sens que si chacun trouve sa place. Et ça, c'est une grande difficulté, d'autant plus dans notre société actuelle. Et c'est pour ça que, peut-être je brûle un peu les étapes, mais l'un des traits rouges de ce soir, ce qui me tenait à cœur, c'est aussi de parler d'alchimie, comme peut-être l'espoir de demain. Voilà. Voilà pour commencer un petit peu. Oui. Alors, continuons. Nous avons prévu 2 parties dans cette soirée, quelques propos d'introduction, et puis surtout de développer la soirée sur la base de vos questions. Donc, précisons quelque chose qu'on a tendance à oublier, alors que c'est une donnée de base. Il y a de nombreuses façons de voir l'alchimie, et si vous tapez sur Google, vous tapez alchimie, vous entendrez et lirez quantité de choses. Donc, qu'est-ce que nous entendons ce soir par alchimie? Eh bien, l'alchimie, c'est, selon la définition des classiques et que vous trouverez dans les textes des anciens,
c'est la recherche et la fabrication de la pierre philosophale. La fabrication de la pierre philosophale, elle est connue dans l'inconscient populaire ou dans les traités des anciens. Elle a principalement deux caractéristiques. Soit c'est une pierre de transmutation, pour transmuter les métaux en or, soit c'est une pierre qui permet de faire un élixir qu'on appelle l'élixir de jouvence, l'élixir de longue vie. Ce sont les deux caractéristiques principales, avec une caractéristique implicite, qui n'y est pas forcément, mais implicite qu'on associe, c'est la connaissance. Alors, il y a eu de nombreux glissements de l'alchimie, puisque ce sont deux quêtes qui sont des quêtes qui concernent l'individu. Il y a eu des glissements, il y a différents types d'alchimie, et il y a eu des amalgames. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les symboles des processus alchimiques, les symboles du langage alchimique peuvent être utilisés, et les alchimistes chrétiens ne sont pas gênés, les hermétistes chrétiens ne sont pas gênés, pour décrire un processus qui se passait dans une transformation de la conscience. Vous pouvez suivre des voies d'évolution spirituelle, des voies de transformation de soi. Aujourd'hui, on dirait des voies d'individuation qui transforment l'être, qui transforment la conscience. Et ces différents processus, eh bien, fondamentalement, comme on ne sait pas de quoi on parle, on n'a pas les mots pour en parler. Donc on essaye de traduire ce qu'on peut avec un certain nombre de symboles. Carl Gustav Jung a fait un grand travail là-dessus, mais d'autres avant lui ont fait un travail similaire sans le faire de façon aussi professionnelle que lui. Donc les symboles alchimiques, les symboles de transformation sont souvent utilisés comme symbole pour décrire des transformations intérieures. Mais ça ressemble à de l'alchimie, mais ce n'est pas de l'alchimie. Sauf si on considère que la matière, c'est soi-même. Mais ce n'est plus vraiment l'alchimie au sens où on l'entend, c'est-à-dire on travaille sur la matière et on accompagne la nature pour arriver à l'aboutissement de ce qui est contenu dans l'esprit de la nature. Et avant de te redonner la parole, moi-même, puisque la soirée c'est un choix de vie, l'alchimie, elle me suit depuis tout petit. Depuis bientôt 50 ans, malheureusement, les années passent. J'étais tombé dedans tout petit, mais pas tombé dans le chaudron, ni dans le creuset, ni dans le four. Simplement, j'ai vu cette image une première fois, elle m'a pu quitter. Mais je ne suis pas encore passé vraiment à l'opératif. Je travaille un peu. Yann pourra en parler. Yann a de nombreuses années d'expérience et il a une caractéristique dont il parlera mieux que moi, c'est-à-dire qu'il éprouve tout au labo, au ballon ou au creuset. Il éprouve tout mais je ne veux pas couper ce que tu raconteras. Et je terminerai là-dessus. Qu'est-ce qui m'attire dans l'alchimie et qu'est-ce qui m'attire, c'est l'esprit hermétique qui est derrière la philosophie de l'alchimie. Mais souvent, on fait une confusion. C'est-à-dire que l'hermétisme est fondamentalement une philosophie, une vision de la nature où on cherche à s'intégrer dans le tout. C'est-à-dire que, et si on lit les traités hermétiques, ou le Pimandre, ou l'Asclépios, eh bien on a des discours entre Hermès et ses disciples, ou entre Pimandre et Étate. Un des esprits principaux de l'hermétisme, et je ne vais pas rentrer dans la table d'émeraude, mais c'est qu'on cherche à rentrer dans le tout, à être dans une harmonie avec un tout universel qui nous dépasse, mais que la réalité, c'est qu'on est coupé de ce tout, et que cette coupure crée une disharmonie. Et une pensée hermétique, elle voit tout en tout, et transposer cette pensée hermétique dans un vécu, eh bien, c'est chercher à rétablir une harmonie par rapport à ce qui s'est coupé de l'harmonie. Et ensuite, petit à petit, on voit apparaître des choses qui ressemblent à l'alchimie, mais il n'y a pas la notion de... En hermétisme, il y a plutôt la notion d'accident. Les accidents de la vie, les accidents de la formation, pour ceux qui sont scientifiques, on pourrait dire les accidents liés à l'entropie des transformations. Alors que l'esprit de l'alchimie est légèrement différent, bien que ce soit basé sur une pensée hermétique, elle est un peu différente. En alchimie, c'est tout le temps la notion de séparer, purifier, séparer, coaguler, séparer, rassembler à nouveau. Et autant chez l'hermétiste, sa fondamentale, c'est réintégrer le tout, et encore quelle partie de lui-même va rentrer dans le tout, autant pour l'alchimiste, ça va être d'extraire le noir, d'extraire le mal, d'extraire les impuretés, d'extraire les maladies, d'extraire
de la matière et de sa pensée ce qui ne doit pas en faire partie et qui n'en faisait pas à l'origine. D'où ce souci de refuser l'imperfection et qui va alimenter, donc, pour la personne qui est au laboratoire, le souci de séparer afin de retrouver la perfection, sachant que pour cette perfection, il est aidé par la nature qui l'accompagne. Mais c'est bien sûr une pensée hermétique. Je vais enrichir. Merci Jean-Claude. Alors on va commencer, comme disait Jean-Claude, par ce qu'on trouve, la première définition qu'on trouve dans Wikipédia, l'alchimie, c'est transmuter le plomb en or. Alors je pense déjà sur cette phrase, on peut s'y arrêter, parce que c'est évidemment c'est ce qui a été retenu suite à toute la période des souffleurs. Vous avez sûrement entendu parler, hein, cette période sombre de l'alchimie, où de nombreuses personnes se sont fait passer pour des alchimistes afin de transmuter du plomb en or, donc fabriquer de l'or en quelque sorte, pour quelques seigneurs puissants, et qui a amené forcément une décrédibilisation totale de cette voie. Alors déjà, l'alchimie, soyons très clairs, ce n'est pas de la technique, en aucun cas. Ce n'est pas de la protochimie, ni une forme chimie spirituelle, en aucun cas. L'alchimie, c'est de l'art. Et la première chose qu'on fait en alchimie, c'est qu'on travaille au grand œuvre. Et donc si c'est un grand œuvre, ce n'est pas une grande technique. Donc ça veut dire que si on y va avec une pensée, une démarche technique, ben vous n'obtiendrez que des résultats techniques, chimiques. Et vous ne ferez pas de l'alchimie. C'est peut-être le premier danger de l'alchimie, c'est d'y aller en attendant des résultats avec des techniques. Si on attend quelque chose, forcément au mieux on aura ce qu'on a attendu. L'alchimie, le but est tout autre. Il est comme une œuvre d'art, il est de s'émerveiller. Et c'est ça qui est particulier en alchimie, c'est l'émerveillement. Et qui est, je pense, le plus important. S'émerveiller de ce que l'on peut avoir dans son creuset ou dans son ballon. S'émerveiller du grand œuvre de la nature. Car rien, strictement rien, n'appartient à l'alchimiste. L'alchimiste va juste essayer de reproduire, dans un microcosme, ce que pratique le grand œuvre de la nature en permanence, mais sur des échelles bien plus grandes. Et quand on voit l'œuvre de la nature se révéler sous nos yeux, ce sont des moments de pure révélation, des moments de pur bonheur. Ça, je pense que c'est vraiment important, c'est de travailler pour ceux qui souhaitent ou qui le font au laboratoire, oublier la technique. Certes, comme un artiste peintre, il a fallu apprendre à manier le pinceau, à savoir mélanger les couleurs. Mais une fois qu'il est devant sa toile, il ne pense plus à la technique de mélanger les couleurs. Il est en train d'exprimer quelque chose qui est au fond de lui qu'on ne peut pas nommer. Le seul support qu'il a, ça va être la peinture, pour essayer d'exprimer ce qu'il ressent. Eh bien, ce que nous, on fait alchimistes, on va essayer de ressentir ce que la nature nous offre. Vous voyez, ce n'est même pas nous qui allons chercher à exprimer quelque chose, puisque c'est le grand œuvre. On va essayer de ressentir ce que tout l'univers, le tout des hermétistes, nous propose de percevoir. Alors, pour cela, on va revenir à cette phrase « transmuter le plomb en or ». Bien sûr, en alchimie, on ne parle pas de chimie, vous l'avez bien entendu. Donc, on ne parle pas de plomb physique et on ne parle pas d'or chimique. On va bien sûr parler en symbole. Et si le plomb, c'est quoi? C'est une matière qui est dense, qui s'oxyde très vite et qui devient noire. Donc qui est lourde, eh bien, pour l'alchimie, ça va être tout ce qui va être dense, lourd, opacifiant dans la matière. Et or, eh bien, or, c'est ce qui est lumineux, c'est ce qui brille, c'est ce qui est abouti. Et en plus, on peut faire un jeu de mots rapide avec l'hébreu, ou aor. Vous m'excusez pour les hébraïsants, moi je ne parle pas l'hébreu, mais en tout cas, ce mot, on rajoute juste un a devant. Eh bien, ça nous parle de lumière et d'amour. Et c'est peut-être ça que cherche vraiment l'alchimiste. C'est percevoir cette lumière, cette vraie lumière, comme décrivait Coton-Helvar, pour ceux qui ont pu lire Les deux lumières de Coton-Helvar, cette description magnifique qu'il essaie de donner entre la lumière reflétée et la vraie lumière. Et donc c'est une quête de la vraie lumière. Et donc pour trouver cette lumière, il va falloir qu'il purifie la matière, et en le faisant, il va se purifier lui-même. Et c'est cet échange permanent entre la matière et l'alchimiste qui permet, en tout cas, d'avoir une quête d'émerveillement.
Alors après, on peut revenir aussi un moment sur peut-être le terme transmutation. Beaucoup de gens ont du mal à appréhender ce terme. Beaucoup de gens vont parler de transformation des matières. Transformer, ben, c'est changer la forme, hein, de manière littérale. En chimie, dans un laboratoire de chimie, on change la forme de quelque chose, on l'associe avec d'autres molécules, etc. L'alchimiste, il transmute, c'est-à-dire qu'il abandonne la forme pour le changer de plan. Et s'il le change de plan, c'est qu'il va lui falloir une énergie qui vient d'ailleurs. Et cette énergie, il ne va pas apporter une énergie d'un feu qu'on va appeler un feu vulgaire. Il va aller chercher un feu, donc une énergie, qui va venir d'ailleurs. C'est ce fameux feu secret des alchimistes, qui est la quête de beaucoup de gens, et qui va nous permettre d'ouvrir la matière afin d'en libérer ses principes sans en changer la nature. Parce que casser la matière, ça tout le monde sait faire, mais l'ouvrir sans en changer sa nature, ça demande un autre travail, et c'est la réalisation de ce qu'on appelle l'alcaeste en alchimie. Mais pour revenir sur le plan philosophique, l'alchimie est une quête intérieure de soi par le travail au laboratoire, dont l'aboutissement suprême est la pierre philosophale. Deux grandes voies en alchimie, la voie sèche, la voie humide. La voie sèche, grosso modo, on apporte une énergie extérieure. La voie humide, on va apporter une énergie intérieure. Alors, il y a une troisième voie, et c'est cette troisième voie qui est très souvent sujet à caution, c'est l'art royal. Cette voie, le creuset, c'est nous. Et c'est là où certains vont l'appeler les voies intérieures, les voies internes. Bien sûr qu'on peut y appliquer des principes alchimiques. Bien sûr que ça peut être alchimique, mais ça ne l'est pas toujours. Si c'est alchimique, c'est-à-dire que le but, ça va être la réalisation de la pierre à l'intérieur de nous-mêmes. On change de matière première, mais le but est toujours le même, réaliser la pierre philosophale. Alors bien sûr, sa forme change si la matière première n'est pas la même. Donc, ça, c'est ce que tenait parler Jean-Claude, hein, faire attention à cet amalgame qui est fait des fois à travers l'art royal, à travers les voies internes, où on utilise des principes alchimiques et on les sort de leur contexte pour arriver à autre chose. Et c'est pour ça qu'il existe d'ailleurs des voies qui vont s'inspirer de l'alchimie et qui sont merveilleuses, hein, attention, c'est pas parce qu'elles ne sont pas alchimiques qu'elles sont à rejeter, comme la spagyrie. La spagyrie va s'appuyer sur les principes alchimiques, mais ce n'est pas de l'alchimie pure, puisque le but n'est pas de faire la pierre philosophale. Le but, c'est d'arriver à faire des élixirs, des quintessences de plantes ou de minéraux, ou de métaux, ou même d'animaux, de parties animales, afin de faire des médecines. Bien sûr, sur la médecine, on va le prendre la définition telle que Platon l'a donnée. Il est bien inutile de soigner le corps si on n'a pas soigné l'âme. Et c'est la particularité de tous ces produits spagyriques, c'est que bien sûr, l'influence sur le corps ne sera pas directe. Ils vont d'abord changer les énergies qui nous animent à l'intérieur de nous-mêmes, les réharmoniser. C'est un travail qui est passionnant. Personnellement, je travaille régulièrement à la spagyrie dans mon laboratoire. J'ai même commencé par ça, puisqu'on va voir des choses. Et surtout, ce qui est extraordinaire en spagyrie, c'est que c'est le travail avec les plantes, notamment. Les plantes sont extrêmement généreuses. Et on voit se manifester tous les principes que les alchimistes utilisent, et surtout les vieux alchimistes qui nous mettaient ça à travers des symboles bien souvent hermétiques, et qui nous étaient bien difficiles d'interpréter. Eh bien oui, mais quand vous le voyez se manifester sous vos yeux dans un ballon, ça devient beaucoup plus simple et beaucoup plus logique. Les couleurs notamment, les fameuses couleurs du grand œuvre, on peut les voir. On peut voir l'œuvre au noir, on peut voir l'œuvre au blanc, on peut voir des couleurs qui apparaissent, l'œuvre au rouge. On va voir ces couleurs apparaître. Bien sûr, à condition qu'on prenne un principe spagyrique au plus proche de l'alchimie. Après, en spagyrie, comme toute voie, ça se fait des branches autant il y a d'artistes qui y travaillent. Mais après, il y a des branches plus ou moins proches, on va dire, de l'alchimie traditionnelle. Alors après, pour revenir à l'alchimie, il faut bien comprendre qu'il existe bien sûr un principe, qui est le grand œuvre de la nature. Il existe des voies pour l'explorer. Mais il y aura autant
de réalisation qu'il y aura autant d'alchimistes. Puisque c'est un travail où, pour un tiers, c'est l'alchimiste. Donc, quand on trouve quelque chose en alchimie, on ne peut pas dire d'abord qu'il nous appartient, comme je vous ai précédemment. On ne fait que redécouvrir les principes du grand œuvre. Et comme m'a indiqué un jour un maître que j'ai eu l'occasion de rencontrer, il m'a dit, si tu veux découvrir tous les grands secrets de l'alchimie, regarde l'herbe pousser. Alors, maintenant, Jean-Claude nous a parlé de l'hermétisme. L'hermétisme, finalement, on a quelques écrits, effectivement, hein, tout le corpus hermeticum, qui nous transmet des enseignements de manière très particulière, hein, parce que c'est toujours un maître et un élève, avec une philosophie sous-jacente, mais aussi des grands principes universels. Et c'est ça qui est très intéressant pour un alchimiste, c'est que ce sont des principes universels. C'est-à-dire, si ça marche sur le plan, on va dire, physiologique, psychologique, des énergies, ben, c'est-à-dire que si ça marche sur tous les plans, ça va peut-être marcher aussi dans la matière pour sa purification. Et surtout, comprendre ce que l'on fait. Parce que sinon, on peut s'y perdre. On peut rentrer dans un labyrinthe et pas en trouver la sortie. Et si on cherche à définir des choses qui sont des voies de garage ou des choses indéfinissables, on peut atteindre la folie. Alors, c'est passionnant et c'est important, à mon sens, de comprendre la cosmogonie dans laquelle on évolue. Et cette cosmogonie, elle est mise à l'épreuve de l'universalité. Et c'est en cela que ça a été ma démarche. J'ai éprouvé au laboratoire tout ce que j'ai pu essayer de comprendre dans les livres, en premier temps. Habitant un peu loin de la métropole, je n'avais pas l'accès à des formateurs, à des stages, ni rien. Et donc, j'ai pris le livre des anciens, et puis au début, j'y comprenais pas grand-chose. Et c'est pour ça que je suis revenu d'abord avec les plantes, à des choses très simples. Et puis, au fur et à mesure des expériences, on valide des choses ou on invalide des choses. Et puis, au fur et à mesure, c'est plus que de l'émerveillement, on reçoit de vrais cadeaux. C'est ça qui est extraordinaire avec l'univers et cette énergie de la nature, c'est qu'au fur et à mesure, plus on libère nos pensées, plus on s'en débarrasse, je dirais tout court, puis on arrive au laboratoire en réception, et non pas dans l'acte de faire, plus on reçoit. Et ça, je pense que c'est une notion qui est vraiment très très importante, car c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avancer réellement. Il y a une phrase qui, pour moi, résume tout. Elle est dans la tablette d'émeraude. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour la réalisation des merveilles d'une seule chose. Je pense que tout est résumé là. Enfin, toute mon expérience, aussi bien dans l'étude et au laboratoire, tout est là. Toutes les clés sont là. Et surtout, moi, le mot qui m'intéresse le plus dans tout ça, c'est merveille, merveilleux. Car c'est vraiment ce cadeau que j'ai reçu. J'ai eu une vie qui était très loin de l'alchimie avant, puisque j'étais militaire, j'étais dans l'armée de l'air, j'étais pilote dans l'armée de l'air, et pendant 17 ans, j'ai fait à peu près toutes les guerres qu'il y a eu sur la planète. Et des horreurs, j'en ai vu. Vous imaginez bien qu'au bout de 17 années comme ça, on a une immense colère envers l'humanité. Et l'univers étant bien fait, et il n'y a pas de hasard, je suis mort sur une table d'opération. Une opération bénigne, une hernie, un chirurgien m'a raté. Et je suis allé faire un petit tour de l'autre côté. Alors je suis revenu qu'avec des questions, hein. J'ai pas eu tous les secrets de la vie du tout. Mais juste plus la peur de la mort, c'est déjà pas mal quand même. Mais par contre avec plein de questions. Mais surtout un changement dans ma vie à 180 degrés. Mais j'avais pas trouvé l'équilibre ni l'harmonie, hein. Juste d'un coup, on m'a fait entrevoir qu'il y avait autre chose que tout ça. Et finalement, toute cette colère qui m'animait, eh ben, je l'ai utilisée progressivement dans ma recherche. Et à l'heure actuelle, je peux vraiment lire cette colère et ces
plus qu'apaisé en moi, et même à la limite, c'est transmuté, parce que je tiens vraiment maintenant à cœur d'importer toutes ces choses merveilleuses que j'ai pu découvrir. En tout cas, je ne peux pas, moi, remplacer le grand âge nature, parce que qui suis-je pour le dire cela? Mais en tout cas, donner les outils, redonner l'espoir aux gens que ces merveilles existent, qu'elles sont à la portée de tout le monde, qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans d'études, de livres. Et on revient finalement à cette phrase de mon maître, si vous connaissez tous les grands secrets, regardez l'herbe pousser. Voilà. Voilà un peu ce que je tenais à dire peut-être par rapport à, avant d'entrer plus peut-être dans le détail ou pas. Peut-être une dernière chose sur l'hermétisme. L'hermétisme, pour moi, s'appuie sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, c'est ce qu'on va appeler la science de l'hermétisme. Science, on va bien sûr utiliser ce mot de science, cette définition, plus comme les anciens l'a donné, c'est-à-dire cette compréhension de l'ensemble de la vie, de la manifestation. Donc on va y retrouver l'astrologie, on va y retrouver tout le symbolisme, on va y retrouver des voies qu'on peut appeler comme la Kabbale pour nommer, même si ce n'est pas la Kabbale en tant que telle, ne fait pas partie de l'hermétisme. Enfin, tout ce qui va nous donner les outils de compréhension intellectuelle pour savoir où est-ce qu'on met les pieds, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui n'est pas logique, etc. Ensuite, on a l'art, comme je vous disais, le grand art, qui est l'alchimie. Et enfin, on a une troisième partie qui est, on va dire, la magie, mais j'irai plus précisément la théurgie. C'est-à-dire cette part où, justement, on remet les choses à leur juste place et on n'est plus qu'un maillon d'un ensemble de choses et on se met au service. On se met au service d'une tradition, on se met au service de quelque chose qui est bien plus grand que nous, qui est infiniment bien plus grand que nous, afin de, par le petit travail qu'on a pu faire, transmettre les énergies. Et c'est très difficile de mettre des mots, puisque c'est un travail de plus d'une vie, je dirais. Mais en tout cas, c'est une mise au service. C'est-à-dire que quelque part, il y a un moment où il y a une énergie qu'on pourrait appeler sacerdotale, mais qui ne crée pas d'obligation. Et c'est là que ça devient intéressant, d'ailleurs, le choix du titre de ce soir, de la conférence de ce soir, un choix de vie, qui était à la fois un non-sens et un sens à la fois très explicite de ce que peut être l'alchimie. Un non-sens parce que bien souvent, en alchimie, on ne choisit pas de devenir alchimiste. C'est le merveilleux qui nous amène à. Donc finalement, on n'a pas un choix concret à faire, c'est-à-dire un choix entre deux choses, par exemple, en sacrifier un pour en faire un autre. En fait, on arrive à un état où les choses se font naturellement. Mais soyons clairs, ce n'est pas non plus de la magie simple, dans le sens que tout est facile. Il va falloir s'investir. Pour que ça devienne un chemin de vie, il va falloir y mettre sa propre énergie dedans. Et donc, il va falloir faire, à certains moments, des choix. Mais ces choix, on les fait en pleine conscience, parce qu'on est juste à sa bonne place. Et en cela, on revient toujours à cette notion que c'est une voie du merveilleux, et en fait, on va essayer de quitter les ténèbres de nous-mêmes vers un chemin qu'on sait extraordinaire, qu'on atteindra ou pas, à la limite, ce n'est pas notre souci. Comme pour la pierre philosophale, si on cherche à faire la pierre philosophale, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'était l'alchimie. Je vais peut-être te relaisser un peu la parole. Merci Yann pour ce témoignage. Et avant de reprendre la parole, après un exposé aussi profond, si vous avez une question, n'hésitez pas à poser une question. On continuera le débat sur la question posée. Sinon, je continue. Question sur l'aspagérie. L'aspagérie. Alors, l'aspagérie, pour essayer de faire très très simple, bien sûr, le terme est vraisemblablement a été donné par Paracels, même si certains discutent sa paternité, c'est pas bien grave.
spagyrie, séparer, réunir. Quelle est la grande différence entre la spagyrie et l'alchimie? On va prendre un corps, une plante, pour faire simple. On va séparer ces trois principes, le sel, le soufre, le mercure. Tout le monde suit pour ces trois principes en alchimie. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'explications, vous pourrez poser la question. On va les séparer, on va les purifier. Donc on va purifier son mercure, purifier son soufre, purifier son sel. Grosso modo, le sel, c'est la fixation de l'information qui a été amenée par une énergie qui est le soufre, et le mercure en est le messager, celui qui contient en fait le message. Pour résumer très très rapidement. Donc on va séparer ces trois corps, on va les purifier et on va bien sûr les rassembler. Donc qu'est-ce qu'on a finalement à la fin? On a une quintessence de la plante originelle. C'est-à-dire on a enlevé toutes les parts d'ombre de la plante. Concrètement, c'est quoi les parts d'ombre de la plante? Ben, ça va tout ce que les épreuves de la plante qu'elle a vécues. Les coups de sécheresse, les coups d'eau, trop d'eau, pas assez d'eau, les attaques d'insectes, des autres plantes, parce qu'entre elles ne sont pas toujours très cool, etc. En fait, toutes ces épreuves dans son existence va lui donner une part d'ombre, comme nous. Nos émotions qu'on ne lâche pas, toutes ces souffrances qui sont en nous et qui nous obscurcissent et qui nous empêchent de retrouver ce qu'on appelle l'âme d'enfant, c'est-à-dire cette âme originelle où tout était merveilleux, un simple bout de bois devenait Excalibur, une pierre devenait un dragon. Et on va donc les enlever. Et on rassemble. Donc on va rassembler le corps premier de cette plante, avant qu'elle subisse toutes les épreuves. Ainsi, on va récupérer une information la plus pure de la plante. Cette information, ce qui est extraordinaire, comme les plantes sont généreuses, elle nous est bien souvent utile pour nous-mêmes, car nous sommes des êtres bien plus complexes, et qu'on a besoin, un peu comme certains logiciels, un patch de correction de temps en temps, pour revenir faire fonctionner correctement, ou simplement nous réharmoniser, comme un piano, il faut réaccorder chaque corde de temps en temps. Et bien c'est ça, à quoi ça sert principalement, afin de nous réharmoniser. Parce que si on se réharmonise, eh bien on n'a plus de raison d'être malade. Puisque les maladies, c'est bien défaut d'information. Donc ça veut dire qu'il y a une disharmonie à l'intérieur de nous-mêmes. En fait, hein, ça commence à devenir une fanfare désaccordée à l'intérieur. Voilà déjà la première chose. Quand on travaille à faire la pierre philosophale, c'est pas du tout la même chose. On ne part pas d'une pierre philosophale non aboutie pour en faire une pierre philosophale aboutie. En fait, la pierre philosophale est magnifiquement résolvée à travers une légende qui est la quête du Graal. L'alchimiste, c'est ça. Faire la pierre philosophale, c'est une quête du Graal. C'est-à-dire, on va créer une coupe. Une coupe suffisamment aimante pour que l'univers vienne l'ensemencer. Donc, on ne fait pas un être premier. On va créer un nouvel être, ce serait peut-être pas le terme, mais on va créer un contenant où l'univers va pouvoir mettre son énergie la plus pure, la plus directe, avec le moins d'obstacles dedans. Et cette pierre philosophale, elle n'a pour but finalement juste que de faire exploser la bulle des apparences dans laquelle nous vivons. Alors bien sûr, il y a des tas de traditions qui nous en parlent, qu'on l'avale un certain nombre de fois, qu'il se passe des choses, etc. Mais en fait, c'est l'outil le plus ultime que peut posséder un cherchant, car un alchimiste n'est rien d'autre qu'un cherchant, de ce que peut être l'univers. Et à cela, on revient à ce que disait d'ailleurs Platon. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et peut-être que se connaître en soi-même vraiment, connaître notre être premier, il va falloir un outil tellement performant pour faire disparaître, dissiper ces bulles des apparences, et cet outil s'appelle la pierre philosophale. Et peut-être redécouvrir ce que les Hébreux appellent l'Adam Kadmon, notre être premier, notre vibration originelle, dépourvue de toutes les enveloppes qui ont pu exister, par nos souffrances, bien sûr, vous en parlez, mais aussi par les principes de la manifestation. C'est pour ça qu'on va parler de ces 7 métaux alchimiques, ces 7 étapes de la manifestation dans la Kabbale, etc. On retrouve toute une logique qui nous permet de le faire.
Donc la grande différence entre la spagyrie et l'alchimie est là. Hein, c'est vraiment, en spagyrie, on ne crée rien. On purifie un corps déjà existant. La pierre philosophale, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est juste la lumière, la vraie lumière qui se manifeste directement dans notre monde. Voilà déjà un petit peu pour cette question. J'espère avoir répondu. Voilà. Alors moi, je vais essayer d'être claire parce que c'est vrai que c'est pas si facile. Je voulais vous demander, est-ce que l'alchimie, on l'a fait uniquement dans un laboratoire ou est-ce que la chimie, ça peut être autre chose aussi? Parce que vous parlez beaucoup de merveilleux, d'énergie, de lumière, de pureté, d'état de conscience. Est-ce que, et surtout vous étiez enfin, aviateur on est pour toute sa vie, est-ce que justement en volant, je ne parle pas quand vous étiez en guerre et encore, il n'y avait pas eu à certains moments justement cette lumière, cette énergie, cet état de conscience complètement différent quand on est entre la mer, le ciel. Alors, bon, pour vous dire, je suis aviatrice aussi, et donc c'est pour ça que je me permets, bon, peut-être que je suis complètement à côté en vous posant cette question, mais c'est pour ça que je vous demande, est-ce que l'alchimie c'est obligatoirement dans un laboratoire ou est-ce que ça peut être dans le laboratoire de l'univers? C'est-à-dire parce que quand on a le ciel, la lumière, la mer, tous les éléments... Non, mais c'est vous avez fait très très bien. Alors bien sûr, tout le monde peut vivre des choses extraordinaires dans sa vie, quel que soit l'endroit où on le fait. Finalement, ça va être l'énergie dans laquelle on est, l'amour qu'on porte pour son travail, qui va nous permettre vivre des moments merveilleux. Après, il est évident que les grands espaces, on sait très bien que première fois pour ceux qui ont eu l'occasion, et je vous le souhaite de le vivre, de vivre un coucher de soleil ou un lever de soleil, par exemple, sur une dune au milieu du Sahara ou au milieu de la mer, c'est des moments vraiment extraordinaires. C'est des moments où, justement, l'espace-temps s'arrête. On est juste là à s'émerveiller. On a un chef-d'œuvre de la nature devant nous. C'est vrai qu'en aviation, on a des fois plus l'occasion de pouvoir profiter des merveilles de la nature, mais on n'a pas besoin d'un avion. On peut le faire avec bien d'autres choses. C'est un espace de liberté quelque part, l'aviation, même si c'est très réglementé. Alors maintenant, est-ce qu'on peut faire de l'alchimie en dehors du laboratoire? Alors j'aurais deux réponses. Oui, dans l'absolu, et je dirais presque non dans la pratique. Mais ça, c'est mon expérience. C'est pour ça que je ne peux faire qu'autrement que d'exprimer des doutes. Suite à ma NDE, comme on dit, la première recherche a été une recherche mentale. Une quête de sens, une quête de philosophie, une quête où je puisse comprendre tout ce qui s'est passé. Donc je me suis nourri de livres, je me suis nourri de tas de choses, mais qui étaient des nourritures mentales. Le problème de ces nourritures mentales, c'est qu'elles nous bloquent dans le mental en même temps. C'est-à-dire qu'après, on a une démarche de technicien, finalement, de la philosophie. Alors c'est bien, parce qu'il en faut, hein, il faut quand même faut nourrir le mental pour pouvoir avoir des briques, hein, parce que sinon, on ne va pas pouvoir aller bien loin. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui va se passer au laboratoire, c'est qu'il y a des moments où on va lâcher le mental. Et c'est à cet instant, c'est quand on lâche le mental, que là se passent des choses extraordinaires. Le Dalai Lama disait une petite phrase que j'aime beaucoup. La quête de l'éveil fait 40 cm, de la tête au cœur. Eh bien, je crois que vraiment, c'est ça le laboratoire. C'est faire ces 40 cm. C'est-à-dire de travailler dans la matière, où on abandonne le mental. Là, on rentre dans le cœur, et comme disait Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Et c'est, en mon sens, le vrai travail alchimique, il est là. Parce qu'on est tous comme saint Thomas, hein, on a besoin de toucher, on a besoin de percevoir, on a besoin de ressentir en nous les choses.
Parce qu'après, on a vite tendance à se créer des illusions, sinon. On est des êtres complexes au niveau de la structure mentale. Et Jung en parlait parfaitement, les illusions de l'initié. On peut se créer des voies d'illumination. En fait, on se les crée tout seul. Mais elles ne nous amènent pas à la vraie illumination. Donc l'opérativité, à mon sens, au laboratoire est quasiment indispensable. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Déjà, on a des gens, on sait, ils n'ont pas eu besoin du laboratoire pour arriver à laisser passer cette lumière en eux. D'ailleurs, on leur a donné un nom, ça s'appelle des prophètes. Hein, c'est des gens, bien souvent, qui... d'ailleurs, ils n'avaient aucun souci. Ils étaient allongés, ces Suzanne Olivier, à garder des moutons. Ils n'avaient aucun problème existentiel. Et puis, pof, ça leur tombe dessus. C'est très réducteur. Mais... Et nous, on va apprendre à garder des moutons et être sous l'olivier, par le travail au laboratoire. Donc finalement, on est un peu jaloux des prophètes, mais on n'en est pas. Donc on va essayer de recréer ces conditions en nous-mêmes, et pour ça, on va recréer un jardin d'Éden. Et c'est ça un peu le laboratoire. C'est recréer le jardin d'Éden afin de ressentir au fond de notre être des choses extraordinaires. Et ça, on ne le trouvera jamais dans un livre. Même le plus grand des alchimistes ne pourra jamais l'écrire, parce que c'est quelque chose qui lui est propre. C'est une expérience qu'il a vécue au fond de lui-même. C'est le fameux secret de toutes les voies initiatiques. C'est ce qu'on ne peut pas transmettre, parce que c'est tellement personnel, c'est un vécu intérieur. Qu'est-ce que vous voulez mettre des mots dessus? Vous serez toujours à côté. C'est comme quand on me demande, mais qu'est-ce que tu as vécu dans ta NDE? Je vais vous dire, j'ai vu la lumière. Oui. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. J'ai perçu un état d'être. Ce sont que des mots. J'ai ressenti la dissolution de l'ego. C'est-à-dire le phénomène de l'individualisation. D'ailleurs, c'est ce qui amène de ne plus avoir peur de la mort. Parce qu'en fait, ce qu'on a peur, c'est de lâcher notre individu. Et en fait, quand on s'aperçoit que c'est juste l'état de plénitude qu'on le lâche. Mais voilà, c'est juste des ressentis au fond de nous-mêmes. Et après, j'ai mis des mots, d'ailleurs, que plusieurs années après, hein. Au début, quand on me demande d'écrire, j'étais absolument incapable de décrire ce que j'avais vécu. C'est après, j'ai commencé à mettre des mots pour essayer d'approcher au plus juste. Mais en fait, ça m'a donné un fil conducteur dans ma recherche. Ça a été un très grand outil. Bien sûr, ça a été le déclencheur. Mais je ne suis pas parti dans l'alchimie tout de suite. Je ne savais même pas que ça existait en tant que tel. Hein. Pour moi, l'alchimie, c'est comme beaucoup le rémusume. C'était de la protochimie. J'avais 2 diplômes d'ingénieur. Vous savez, l'alchimie... Au départ, c'était pas ma tasse de thé. Mais il a fallu que je me dissoude dans cette tasse de thé, justement, pour que ça le devienne. Et décrire des choses qui sont plus profondes de notre être sont impossibles. Et le laboratoire nous permet ça, vraiment d'une manière extraordinaire. Alors, il y a quelques personnes sur cette planète avec des outils, on va dire, initiatiques, quelles que soient les voies, que ce soit... à travers la voie du Veda, dans le bouddhisme, ou les derviches tourneurs en tournant sur eux-mêmes, etc., qui peuvent trouver des moments d'illumination, qui peuvent retrouver cette sensation de l'extraordinaire, du merveilleux. C'est souvent des voies très difficiles, très longues, qui demandent de faire des choix. Là, oui, des vrais choix. C'est-à-dire d'être obligé de sacrifier son travail, sa famille, pour se consacrer qu'à ça. Et là, ça rentre, je dirais, tout à l'heure, je vous parlais d'un principe sacerdotal. Là, c'est plus du sacerdotal. C'est pas se mettre au service de la voie. Là, on y consacre toute sa vie à la voie. Et c'est en ça que je mets cette nuance. Et c'est même pas sûr qu'en plus, au bout, vous ayez quelque chose. C'est pas parce qu'on fait du laboratoire qu'on aura la pierre philosophale. Non plus. Mais en général, dans la grande majorité de tous ceux qui ont pu opérer au laboratoire, tout le monde a eu un cadeau. Ou des cadeaux. Des cadeaux extraordinaires. Qu'on ne peut échanger qu'à travers un sourire, à travers les yeux, parce que les mots seront définis. Et donc, s'ils sont définis, c'est vouloir quelque chose qui est quasiment infini, vouloir le définir, ça n'a pas de sens. Hein, d'où d'ailleurs ce fameux langage des oiseaux. Hein, c'est d'aller au-delà des formes des mots pour aller plus loin, pour proposer plus loin, et peut-être nous suggérer dans notre inconscient bien autre chose. Voilà, donc c'est cette nuance que je mets, c'est que je ne dis pas que c'est impossible, donc l'art royal seul, hein, donc cette voie de la réalisation de pierre intérieure
cette quête de la pierre intérieure. Je ne dis pas qu'elle est impossible, mais je dis qu'elle l'est quasiment. Voilà. Elle sera en tout cas très très difficile, mais avec des vrais choix. Là, oui, il faudra faire des sacrifices. Pour moi, c'est cette nuance que je mets, c'est qu'il y a une part de sacrifice dans les voies vraiment que internes, qu'on n'a pas au laboratoire. Il n'y a pas de sacrifice au laboratoire. C'est ça qui est extraordinaire. Je peux... Oui, je t'en prie, Jean-Claude. Alors, votre question, madame, est-ce qu'on peut faire de l'alchimie sans faire de l'alchimie? Oui. Alors, je peux donner un autre point de vue, parce que des personnes comme Yann qui pratiquent au labo avec un esprit de spagyrie, avec un esprit d'alchimie, il y en a quand même assez peu. Et j'en fais partie. Et je me suis longtemps posé la question, est-ce que je peux faire de l'alchimie sans être au laboratoire? Je peux donner mon témoignage. Mon témoignage, c'est non. On ne fait pas d'alchimie si on n'est pas au laboratoire. Par contre, on peut avoir des expériences et on peut constater des changements dans la conscience qui demandent des choix. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pendant de très longues années? J'ai lu les traités hermétiques, j'ai lu beaucoup Paracels, j'ai lu quelques classiques, quelques livres de Flamel, quelques livres de Basil Valentin, quelques livres des Anglais. J'ai lu. Et à une période de ma vie, quand j'avais un peu moins de 40 ans, 35, 36 ans, je voulais absolument comprendre ce qui était dans ces traités alchimiques. Mais je n'étais pas au four, je n'étais pas au labo. Je voulais comprendre. Et j'ai lu, et il m'est arrivé un moment, j'en ai parlé peut-être à d'autres occasions, il m'est arrivé un moment où je sentais quasiment de la nausée. C'est-à-dire je ne pouvais plus gober une phrase d'alchimie, alors que j'adore ça, les symboles, l'hermétisme, cette façon de penser. Et plus tard, j'ai compris que c'était similaire à ce que certains textes décrivent comme étant un passage au noir. Et ce passage au noir, c'est-à-dire une chaotisation. Les alchimistes qui pratiquent, les spagyristes surtout, eh bien, parlent d'une phase où la structure, la forme disparaît, qu'on appelle parfois, à juste ou pas juste titre, l'œuvre au noir, où il y a chaotisation, disparition de la forme, disparition de ce que ça semblait être. Et à ce moment-là, m'ont dit des alchimistes, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'énergie qui donnait la manifestation précédente, elle redevient disponible puisque l'autre est en train de disparaître. Et l'idée, c'est de la capter à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez moi? C'était pas ça. Mais j'utilise ce symbole chez moi. Qu'est-ce qui s'était passé dans mon cerveau ou dans mon entendement? Eh bien, il y avait une chaotisation. Je ne comprenais plus rien. Ce que je pensais avoir compris de l'alchimie ou de l'hermétisme, je ne comprenais plus rien. Et ça a duré quelques jours. J'ai l'impression que c'est moins d'une semaine. C'est peut-être plus, mes souvenirs. Mais ça a duré un certain temps. Mais pas long. Et un matin, je me réveille et j'avais l'impression que mon cerveau s'était connecté autrement. Et s'étant connecté autrement, les choses sont devenues claires. Mais pas claires parce que je les avais comprises. Elles m'étaient devenues claires parce que je les voyais, je les captais autrement. Et je me suis dit, c'est peut-être similaire à ce que certaines personnes, lorsqu'elles utilisent le langage alchimique pour témoigner de transformation de la conscience, appellent le début de l'œuvre au blanc. C'est-à-dire que soudain apparaît quelque chose qui est plus clair, qui est plus clair. Et je peux témoigner de ça. Et lorsque je relis les textes hermétiques, ensuite, la vie a fait que j'avais des familles, un métier, on oublie. Mais lorsque je me suis remis à ces textes hermétiques, je me suis rendu compte de la chose suivante. Pour ma part, je ne veux pas dire que c'est universel, mais pour ma part, il faut une dose de pensée qui n'est pas cartésienne. Il y a des choses qui se passent, c'est cartésien, c'est-à-dire c'est logique, on commence par quelque chose, on fait autre chose après, si on le fait à l'envers, ça ne marche pas, etc. Mais dans la pensée d'un texte hermétique, je pense qu'il faut le lire ou le capter de façon hermétique. C'est-à-dire vous prenez un texte, un vrai, un bon, et vous j'essaye, de le lire sans y ajouter quoi que ce soit d'autre. Parce que on dit toujours que les alchimistes ne donnent pas leurs secrets. Mais c'est archi faux.
ils les ont donnés dans leur traité. Ils les ont donnés dans leur traité. Encore faut-il pouvoir les lire. Et pouvoir les lire, c'est une façon un peu particulière, où il faut un cerveau, ou une façon de regarder un peu différente. Certains diront qu'il faut une lumière qui s'est allumée dans la conscience. Et c'est comme si, dans chaque phrase, dans chaque étape qui est décrite, il fallait avoir compris l'intégralité. Donc il faut avoir compris l'intégralité du traité pour comprendre chaque phrase. Mais pour comprendre l'intégralité, il faut comprendre chaque phrase, et pour comprendre chaque phrase, il faut comprendre l'intégralité. Et on est typiquement dans un processus hermétique. C'est-à-dire les choses ne sont pas séparées. Et ça, on ne l'apprend pas avec une pensée analytique. Un jour, on se réveille, et le cerveau, les synapses, ils ont fait le lien. Et c'est quelque chose qui est proche de la pensée créative, de la pensée créatrice. Et en ce sens, eh bien, ça n'est toujours pas de l'alchimie. C'est plutôt une façon hermétique d'écrire. Et donc, les vrais traités, enfin les traités hermétiques qui parlent de l'œuvre, ils donnent pratiquement tout. Et j'ai fait une deuxième expérience qui n'était toujours pas au labo. J'ai pris un traité que je pensais être un traité d'alchimie, qui n'en était pas, mais qui était écrite de la même façon, qui était écrite de façon hermétique. Et je me suis dit, et puis en dessous, dans le livre, il y avait marqué cette équation ou c'était pas une équation, cette énigme a été résolue par Leibniz. Alors je me suis dit, résolue par Leibniz, c'était un bon mathématicien, un bon philosophe, je vais m'y mettre. Et donc j'ai relu l'énigme, bien sûr sous forme analytique. Et lorsque je résolvais l'énigme, je tombais presque sur la solution. Presque. Et lorsque je l'avais sous les yeux, je la devinais. Mais ça n'était pas la solution. Et puis à un moment donné, et je ne suis pas allé me coucher sans avoir trouvé. Et à un moment donné, dans l'équation, il y avait dit, et mon premier a la même valeur que mon dernier. Oui, c'est celle-là. Et mon premier a la même valeur que le dernier. En pensée analytique, c'est deux choses qui ont la même valeur. En pensée hermétique, c'est la même chose. Et du coup, les équations changent. Et en intégrant cet élément qui n'était pas écrit, mais qui a germé dans ma conscience, ou qui m'a été communiqué par cette façon de penser, par le livre, par l'énigme elle-même, eh bien l'énigme s'est résolue entièrement. C'est-à-dire l'énigme était entièrement résolue, qui correspondait exactement à celle que je devinais, mais qui n'était pas juste, et plus est, et c'était ça la beauté du truc, et plus est, une fois qu'on l'a, on se rend compte qu'elle était donnée dès le début, qu'il n'y avait ni besoin d'analytique, ni besoin de symbolique. Et j'ai compris bien plus tard que la lecture des traités alchimiques se faisait comme ça. Et j'imagine, et je l'expérimenterai bientôt, que la personne qui travaille au labo a cette forme de conscience. Observant la matière qui travaille, observant les œuvres de la nature qui sont en train de se passer dans les opérations, qui ont quand même un certain degré, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, eh bien je pense que l'alchimie se transmet par les traités hermétiques, par les traités alchimiques, qui sont écrits de façon hermétique, et qu'il faut lire de façon hermétique, et même cette façon hermétique de lire finit par donner la technique. Et souvent, et j'arrête là-dessus, oui, et curieusement, parmi les personnes que j'ai rencontrées, et je le remercie tous, et tu en fais partie et tu les représentes tous ce soir, eh bien toutes ont témoigné cette chose étonnante, c'est que c'est une voie individuelle, une prise de conscience individuelle, un travail individuel, un émerveillement individuel, grâce au traité, grâce à la pratique et grâce à la rencontre de quelqu'un qui est aussi sur la voie et qui donne comme un petit chouïa en plus. Donc c'est assez curieux. Un jour, un alchimiste, et tous ceux que j'ai rencontrés l'ont fait, ont rencontré un maître, mais ce n'était pas un maître, un gourou qui allait leur dire ce qu'il fallait faire. C'est des personnes qui se reconnaissent, qui ont la même connexion, qui travaillent sur des voies peut-être différentes, mais dans le même objectif, et ils se rencontrent, échangent, disparaissent, et chacun continue. Et j'aurai autre chose à dire un peu plus tard, mais tu voulais oui, préciser. je voulais rebondir là-dessus. Et juste sur ta dernière partie, dans mon cas, ça a été ça. Hein, c'est-à-dire que c'était des rencontres fugaces. J'ai eu la chance d'en avoir 2 fois des maîtres comme ça qui ont pu me donner. Mais en gros, c'est
un petit caillou, et puis à toi déjà de retrouver le caillou, le comprendre, et après faire le chemin. C'est vrai qu'en alchimie, il n'y a pas de principe traditionnel de maître-élève. Ça se fait très 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 peu. Maître-disciple, on va dire. On peut l'avoir pour tout ce qui tourne autour. Ça, effectivement, on peut y avoir des relations de transmission du savoir. Voilà. Mais l'alchimie, elle, se vit en interne. En tout cas, ce qui se passe au laboratoire. Pour revenir, il y a vraiment un phénomène de spirale avec le travail alchimique. Il ne faut pas croire qu'on est tout le temps dans le laboratoire. Hein. On ne passe pas nos journées dans le laboratoire. D'abord parce que sinon on vivrait tout seul. Et puis on a quand même là, j'ai une femme, j'ai des enfants. Donc voilà. Donc il y a un vrai travail de spirale. C'est-à-dire qu'on va intellectualiser, étudier les textes anciens. On va amalgamer des choses. On va aller au laboratoire, on va travailler à la matière, mais là on abandonne l'intellect, on abandonne le mental, on épreuve, on passe à l'épreuve pour vivre ou pas des choses. Des fois il ne se passe rien, et puis il y a des fois il se passe des choses extraordinaires. Quand il ne se passe rien, on réessaye, peut-être que ce n'était pas le bon jour, peut-être qu'on n'était pas nous-mêmes en phase de recevoir les choses, puis il y a des fois c'est juste parce que c'était pas bon, tout simplement, c'est qu'on était sur une voie qui était une impasse. C'est en ça que c'est pas mal le laboratoire, hein, que ça vous évite d'aller vous perdre trop longtemps dans des impasses. Quand ça ne marche pas de manière répétée, c'est qu'il y a un problème. C'est quand même pas mal. Parce que quand on est tout seul avec soi-même, dans le miroir, à un moment donné, ce qui est dangereux, c'est que seul le miroir réfléchisse. Donc, hein, voilà, le laboratoire, il vous met face aux choses. Hein. Soit ça marche pas. Et puis, il y a cette phase de réception. C'est-à-dire que bien souvent, après le travail de laboratoire, il y a une phase où on est très très loin des livres, surtout plus de livres. Le laboratoire, on ferme et on laisse les choses nous pénétrer. Et quand les choses nous ont pénétré, on recommence un nouveau tour de spirale. Et les choses s'accélèrent au fur et à mesure. Et si on enlève cette étape du laboratoire, donc, en gros, vérifier qu'on ne s'est pas fourvoyé, qu'on n'a pas créé une illusion, qu'on a bien compris les choses, que c'est bien une loi universelle qui est en train de s'appliquer, on peut perdre énormément de temps, voire toute sa vie, dans des impasses. Et c'est en ça que je dis que c'est quasiment impossible de faire que en interne. Je ne dis pas que c'est impossible, mais alors, c'est que vous avez eu beaucoup de chance, sachant que la chance, j'y crois pas, mais voilà. Le laboratoire, quand même, c'est son merveilleux outil, c'est de vérifier qu'on ne se perd pas, quoi. Hein. Voilà. Une question, puisque vous parlez tout le temps de laboratoire, soyons concrets. Est-ce que ce laboratoire a une réalité physique ou est-ce que c'est parce qu'on fait des opérations concrètes, c'est une science opératoire ou c'est spéculatif? Ce laboratoire, est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce qu'il faut un lieu pour ça? Est-ce qu'il faut, comme vous dites, une porte? Quel doit être ce lieu finalement pour qu'il soit, comment dire, efficace? Ensuite, dans un laboratoire, il faut des outils qui vont nous dire quels sont les outils qu'il va falloir utiliser, et surtout les expériences. Alors, est-ce qu'il existe des grimoires? Vous prenez, je ne sais pas, 3 grammes de céleri et 3 feuilles de laitue, et puis vous mélangez ça dans quel liquide et vous mettez le feu. Enfin, concrètement, c'est quoi le laboratoire? Concrètement, soi-même, c'est vraiment une réalité physique. C'est une réalité physique. Il est évident qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, cette réalité physique va se dématérialiser pour entrer de plus en plus en nous. C'est-à-dire que la part de l'oratoire va prendre de plus en plus de place par rapport à la partie du labor, c'est-à-dire la partie tangible, physique, mais pas dans un premier temps. Et pas tout le temps en plus, parce qu'on n'est pas des êtres constants, on a des émotions, donc on fait un peu des hauts et des bas. Alors, la moyenne monte, mais il y a des petits moments où on redescend. Hein, on est des êtres humains, on vit tous aussi des vies normales à côté de ça. Mais il y a une vraie réalité tangible. On a un vrai endroit où on travaille, d'ailleurs, où on n'aime pas trop que les gens viennent rentrer dedans. Ça m'est arrivé de donner des formations de spagyrie dans mon laboratoire, avec d'opérativité spagyrique. Pendant 1 an, je n'ai fait aucun travail alchimique dedans. Parce que c'était plus mon laboratoire. Donc j'ai arrêté mon travail alchimique dedans. C'était devenu un travail de transmission spagyrique avec des gens qui venaient
pratiquer dans la matière avec des outils que tout le monde n'a pas au début, et de voir qu'est-ce qui se passe, comment on fait, les techniques, mais aussi voir les couleurs, voir s'émerveiller de tout ce qui peut se passer, etc. Mais ce n'était pas de l'alchimie, c'était de la spagyrie. Par contre, moi, le travail alchimique, je l'ai arrêté pendant 1 an. Et après, il a fallu que je me réapproprie mon laboratoire. Donc oui, il y a une part en nous. Il y a une part du laboratoire en nous et il y a une part du laboratoire qui est matérielle. Cette part matérielle va progressivement, effectivement, rentrer de plus en plus en nous. C'est ce qu'on dit des vieux alchimistes, ils n'ont plus besoin du laboratoire. Mais ceux qui en sont arrivés là sont en général ce qu'on appelle des adeptes avec un grand A majuscule. C'est-à-dire que ça y est, tout est en eux. Finalement, c'est le but ultime. Il y a un petit court-métrage qui a été fait dans les années 80, qui est absolument merveilleux à voir, ça je vous l'invite. C'est La Rose de Paracels. Pour ceux qui ont eu la chance de la voir, je l'ai mis sur le blog, il doit être dans les premières publications du blog. La Rose de Paracels, c'est un tout petit court-métrage qui est très très bien fait. Et on voit justement ce vieil alchimiste dont le feu est éteint, dont les creusets ont pris la poussière ainsi que les ballons. Parce qu'il a, ça y est, il est arrivé au sommet de son art. Mais dans un premier temps, non, il faut éprouver dans la matière. Enfin, c'est ma conviction, puisque finalement, ça fait relativement peu de temps que je m'intéresse à l'alchimie, puisque ça fait à peu près une 12aine d'années. Donc, j'ai pu avancer très vite grâce à l'épreuve du laboratoire. Alors, c'est sûr que ma part de laboratoire, on va progressivement diminuer. J'en faisais beaucoup plus avant. Parce que j'essayais dans tous les sens. Hein. J'ai testé plein de trucs. Hein. Et puis au fur et à mesure, on comprend de mieux en mieux le grand œuvre. Et puis on se recentre. Et puis un jour, comme disait Jean-Claude, je dis, j'ai tout sous les yeux depuis le début. On a cherché, on a expérimenté dans tous les sens. Et d'un coup, on se rend compte que le grand œuvre est affiché partout. Et quand je dis partout, partout. Il est partout. Parce qu'en fait, le grand œuvre, il se résume en une seule phrase. Donc on ne peut pas faire mieux. À la croisée des chemins naît la rose. Sec. Naît la rose. Et pourtant, je dirais qu'on ne peut pas dire mieux en résumant le grand œuvre. Croisée des chemins, 4 énergies cardinales, une 5e dimension qui apparaît. C'est le grand œuvre alchimique. Alors, il faut des années de labeur pour commencer à le percevoir, commencer à le ressentir et après le vivre. Parce que le but, c'est de le vivre. Et effectivement, quand on vit le grand œuvre en soi, on n'a plus besoin du laboratoire. Mais il faut un laboratoire physique qui ne demande pas des millions. Hein. Alors, le laboratoire spagyrique, il faut être très clair, ça peut être une caisse en plastique et on fait ça dans la cuisine de temps en temps. Un laboratoire alchimique, non. Un laboratoire alchimique, c'est une pièce dédiée. Elle n'a pas besoin d'être immense. Hein. Mon laboratoire, il n'est pas très grand. En plus, je vais le déménager, il va être encore plus petit. Mais on a besoin de... C'est un lieu... C'est vraiment un lieu hors de l'espace et du temps. On crée une bulle. Et d'ailleurs, dans les premiers temps qu'on travaille le laboratoire, on met un temps à rentrer dans son laboratoire. On ne rentre pas comme ça, hop, on allume le feu et c'est parti. Non. Il faut lâcher tout ce qui se passe à l'extérieur pour se mettre en phase de réception. Voilà. Les Hébreux avaient un terme pour ça, c'est l'oulam. Recevoir Dieu. C'est abandonner tout ce qui nous agite, toutes nos pensées, tout ça, pour être en phase de réception du grand œuvre de la nature, et entendre la nature, la percevoir, s'exprimer. Vous savez, ce qui est très surprenant, moi je suis quelqu'un d'hyperactif à la base, je me suis surpris à regarder pendant 4 heures des gouttes tomber. Vous quittez l'espace et le temps. Pendant 4 heures, vous n'êtes plus là. Et il se passe là des compréhensions qu'au début, votre intellect n'arrive pas à formuler. Ça vient progressivement à la conscience. Des fois, il faut des semaines, voire des mois pour que ça vienne à la conscience. Mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui est imperceptible. Voilà. Peut-être un mot sur le laboratoire, par quelqu'un qui en rêve et qui le prépare petit à petit.
je donne un autre éclairage sur ce laboratoire. Actuellement, nous constatons, c'est simple, c'est dans les chiffres, les livres d'alchimie se vendent, tout le monde parle d'alchimie, beaucoup de personnes utilisent le sigle alchimie parce que c'est porteur, et c'est quelque chose qui commence à réapparaître. Alors pourquoi ça réapparaît aujourd'hui ? Je pense que ça n'est pas que les techniques de communication, ça n'est pas que la magie du mot alchimie, c'est parce que consciemment ou inconsciemment, on est relié à cet esprit de l'alchimie, c'est-à-dire le refus de la dégradation, le refus de la mort, le refus des scories, le refus. L'alchimiste, il va faire son travail de purification, spagiriste si tu veux, de purification, de fabrication de la pierre philosophale. Ce besoin est en train de renaître, je pense, au moins dans mon regard, au moins sa philosophie, dans la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire on voit qu'il y a des choses à nettoyer, il y a des choses qui ne peuvent pas aller plus loin. Mais il y a autre chose aussi, et je déplore ça beaucoup, je m'étais fait prendre au piège aussi, c'est qu'en fait, avec l'évolution de la pensée positiviste, matérialiste, avec l'évolution de la technologie, avec l'évolution des logiciels, avec l'évolution de ce qui va venir bientôt, la robotique, la cobotique, etc., les systèmes experts, eh bien, on enlève à l'homme tout ce qu'il... et à la femme, l'homme au sens large, neutre, on emmène à l'homme et à la femme tout ce qu'il peut faire. C'est-à-dire qu'on lui enlève toute son âme. D'abord, on met les efforts dans une machine, ensuite on met les décisions dans une machine, ensuite on met le système expert, la connaissance dans une machine. Et qu'est-ce qui reste après de l'homme ? Plus rien. C'est peut-être le paradis. Peut-être. Parce que si on enlève tout ce qui est fort, Ouais. qui coûte, et qui reste à l'homme juste Alors, le merveilleux, ouais. ça ne passerait pas à ça le paradis ? Ouais. Tu m'as Mais peut-être qu'il faudrait amener le temps de libre vers autre chose. Alors c'est l'alchimiste qui a parlé parce qu'il a tout de suite ressenti tu as tout de suite ressenti ce qui est en train de naître dans ma conscience. Mais je pense que si vous hésitez, monsieur, vous dites est-ce que je vais me faire un labo ou pas, moi je dirais faites-le. Faites-le parce que qu'est-ce qui se passe dans un laboratoire d'alchimiste ? Qu'est-ce qui va se passer dans ce laboratoire ? Vous allez devoir travailler dans des choses que vous n'avez jamais faites. Vous n'avez aucun bouquin qui va vous dire exactement ce qu'il faut faire. Vous allez observer, vous allez prendre les bouquins, essayer de comprendre. Et en fait, vous allez reprendre une part active à l'œuvre. Rien que ça, de reprendre une part active à l'œuvre. C'est de réfléchir par soi-même, pratiquer par vous-même, se planter, se corriger par vous-même, rencontrer des personnes et poser des vraies questions par vous-même, émerveiller, voir la matière qui disparaît ou l'expérience qui flanche par vous-même. Et c'est en fait une réappropriation d'une activité. Et pas n'importe laquelle. Bien sûr, on peut le faire avec la cuisine, avec la peinture, avec la musique. Mais se réapproprier un art, et notamment le plus grand, le plus beau des arts, l'art royal. Donc si quelqu'un parmi vous est venu ce soir en se disant « Tiens, je ne sais pas, est-ce que je vais chez Ikea m'acheter un laboratoire d'alchimie ?» Eh bien, vous ne le trouverez pas là-bas, mais vous trouverez tout ce qu'il faut pour commencer. Et c'est pas très compliqué un laboratoire. Et je pense, et je termine là-dessus, je pense aussi que nous sommes dans une phase de chaotisation, et on peut voir notre société, pour ceux qui sont intéressés, parce qu'il y a aussi ceux que ça ne dérange pas du tout, hein, et qui attendent 20 ans, qui vont se faire cryogéniser en se disant « on me réveille dans 200 ans quand il y aura le remède ». Mais cette chaotisation, cette perte des valeurs, cette perte des formes, cette perte de tout ce qu'on a connu, est un moment particulier, parce que si ça se passe comme en alchimie, c'est-à-dire que l'esprit qui a vraiment donné cette structure, qui est en train de s'effondrer, se libère de la forme, se libère des dogmes, se libère du dépérissement inévitable de toute structure, eh bien toute cette énergie, comme tu l'as dit, elle devient disponible pour faire du neuf. Et on peut, avec un œil d'alchimiste, se dire « nous vivons une très belle époque ». Chouette, l'œuvre noire. Donc il y a l'œuvre blanche derrière. Qu'elle soit ensuite au laboratoire ou dans votre vie, c'est... Ouais. Derrière ma question, il y avait une question, c'était de savoir si finalement ce laboratoire, on le construit soi-même, c'est-à-dire que c'est une œuvre totalement personnelle, en posant une question et en se demandant juste
façon, je vais lui donner une couleur, et ou est-ce qu'il y a une règle, ou est-ce qu'il y a peut-être un maître qui, à un moment donné, va nous dire... Un copain suffit, tu dis un copain suffit. Ou est-ce que c'est, comme d'autres, je dirais, chemin initiatique, un chemin totalement personnel, où on va mettre dans ce laboratoire ce qu'on pense devoir y avoir? Alors, c'est une réponse qui... la question étant multiple, la réponse pourra être que multiple. Oui, il y a des techniques pour monter un laboratoire. Mais est-ce que c'est le plus important? Est-ce qu'on peut avoir un laboratoire qui ressemble à rien, mais dans lequel on se sent vraiment dans un laboratoire, dans notre Athanor, dans notre entre à nous? Ou avoir un super laboratoire tip-top design et toutes les technologies disponibles et dans lequel on a l'impression d'être juste une pièce rajoutée dedans? Je pense que le plus important, c'est comment on va ressentir et qu'est-ce qu'on va y faire. Parce que ce laboratoire, on va lui donner une âme, on va l'animer par notre travail. Et c'est donc ce que l'on va vivre, c'est ce qu'on va y mettre qui va nourrir ce laboratoire, qui va construire ce laboratoire. Alors oui, idéalement, il y a des orientations, il y a des dispositions, afin de respecter des principes d'énergie, etc. Idéalement. Mais il faut bien comprendre que dès qu'on dit en alchimie, idéalement, ou même certains auteurs vous disent, il faut faire ça, sans ça, vous ne pourrez pas y arriver, c'est surtout la chose à ne pas faire. En fait, c'est des pièges qui sont tendus. Les alchimistes aiment bien tendre des pièges de ce genre-là. Chaque fois qu'ils donnent un impératif, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, oui, mais il faut comprendre la philosophie. C'est-à-dire, comme on dit que ça transforme le plomb en or, l'alchimiste, il n'en a rien à faire de fabriquer le matériau or chimique. Ça l'intéresse absolument pas. Lui, ce qu'il veut, c'est retrouver la lumière qui est à l'origine. D'ailleurs, il y a un petit jeu de mots qui est très intéressant avec l'alchimie. Si vous inversez le mot alchimie, Michael. Et Michael, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la chute, il a précipité dans la matière. Lucifer dans la matière. Donc Lucifer, le porteur de lumière. Donc finalement, nous, on fait le boulot d'inverse de Michael. On sort la lumière de la matière, on la libère. Et c'est peut-être ça la vraie quête de l'alchimiste. Et donc c'est toujours voir la lumière là où on dit qu'il n'y en a pas. Et ça devient, non pas un choix de vie, mais un état d'être. Comme les Jean-Claude, on vit une époque qui n'est pas facile. Pour la très grande majorité d'entre nous, qui n'est pas facile. Parce que... Pourquoi? On ne peut pas dire que la médecine va mieux. Je veux dire, on a tous un confort matériel, si on fait 50 ans en arrière, qui n'existait pas. Je veux dire, on a peut-être du coup des exigences matérielles que nos parents ou nos grands-parents n'avaient pas. Peut-être qu'il faut apprendre à remettre les bonnes choses aux bonnes places. Pour ça, d'ailleurs, une chose qui est extraordinaire, c'est de faire par exemple le chemin de Compostelle. Pendant 2 mois, se dépouiller. Avoir rien. Juste rien. C'est juste merveilleux. Et vous vous rendez compte à la fin du chemin, mais ça fait des années que je m'encombre d'un appartement entier de choses inutiles. Qui étaient pour moi avant des exigences de vie. Mais voilà, c'est vraiment... Le laboratoire, c'est comme un chemin de Compostelle. On va apprendre à enlever tout ce qui sert à rien. Et donc, finalement, si on peut commencer comme ça. C'est peut-être le meilleur conseil, comment commencer avec un laboratoire, avec rien. Et après, ce qu'on a vraiment besoin, on va le mettre dedans. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux comme conseil pour créer un laboratoire. Autrefois, dans certains traités, lorsqu'on posait cette question, on leur disait il faut commencer par fabriquer ton ballon. Donc le chimiste, il commençait par souffler du verre, fabriquer son ballon. Ensuite, on lui disait il faut qu'il tienne au feu. Donc il regardait ce qui tenait au petit feu, au grand feu, etc. Et ensuite, il faut construire un athanor, il faut construire un four selon ce que vous voulez faire, acheter des équipements pour faire des distillations à petit feu, des distillations à grand feu, acheter des pélicans, des systèmes qui permettent la recirculation des vapeurs. Il y a un matériel technique qu'on trouve dans tous les bons bouquins. Et puis, si vous avez des copains, vous leur demandez. Les alchimistes sont beaucoup moins retenus qu'on ne le dit. Il y a des choses qui n'existent pas dans le commerce. Ils sont tous prêts. Il y a des fours à fabriquer, mais si vous voulez vraiment fabriquer un four de fusion qui monte à 800, 1000 ou 1000 degrés, soit vous regardez ça, vous adressez à un potier,
Ou vous demandez à quelqu'un qui pratique, des plans existent, et ils vous diront comment les acheter, quel type de briques réfractaires acheter, qu'est-ce que vous voulez. Puis ensuite, j'ai vu des fours extrêmement beaux. C'est pas forcément le four carré avec les lances à gaz qui chauffent, des fours ronds avec des choses très belles, parce que pour cette personne en particulier, elle pensait que c'était important que les formes participent au travail. Pour lui, par exemple, on parle souvent en alchimie des feux secrets. Le feu secret, ça a un sens bien particulier en alchimie, lorsqu'on mélange un certain nombre de produits. Mais le feu secret, ça n'a pas forcément ça non plus. Le feu secret, c'est pour un certain type d'alchimistes, notamment ceux des philosophes de la nature, eh bien le feu secret, ça peut être autre chose. Ça peut être des formes particulières qui engendrent quelque chose par les ondes de forme. Le feu secret, ça peut être autre chose. Donc pour cette personne, il voulait lui-même donner une forme particulière à son four. Et il est très beau. Je l'ai vu en photo, il est très beau. Il marche et en plus il est beau. En plus, tout le monde ne prend pas la voie sèche. Hein. Oui. La voie humide, ça ne demande pas beaucoup de choses. On La voie avait- sèche, c'est vrai que ça demande un peu plus Ouais. d'équipement. On avait une question. Oui, en fait, c'est une question simple et en même temps très compliquée, parce que je vous écoutais parler et je me disais, voilà, qu'est-ce que la matière pour l'alchimie? Parce qu'en fait, pour l'alchimiste, parce que la matière, c'est par la connaissance, par l'observation de cette matière, l'alchimiste va apprendre à se connaître lui-même, donc c'est une source de connaissance. La matière, c'est une énergie, puisque d'après ce que vous dites, il interagit aussi. Il n'y a pas que c'est dans cette interaction, parce que moi ce qui m'intéresse c'est la transformation intérieure, donc la matière est le support à la transformation intérieure pour l'alchimiste quand il œuvre. Donc dans cet transfert d'énergie, c'est entre le haut, l'alchimiste, la matière. Est-ce que finalement en fait la matière c'est pas comme d'autres supports la porte qui donne l'accès? Alors, effectivement, l'alchimiste considère que dans les trois règnes, le principe de la vie existe. Minéral, végétal et animal. Donc au sein d'une pierre, on considère que une pierre est animée aussi. Pas du tout de la même manière que nous. C'est pour ça que, bon, après, je suis désolé, mais parler à sa pierre, c'est bien, mais elle va répondre à son rythme. Dans 2 ou 3 millions d'années. Mais, non, ça c'est de l'humour, il ne faut pas prendre de manière littérale, mais il ne faut pas tout ramener à nous-mêmes. Bien sûr que les plans d'existence entre les règnes ne sont pas les mêmes, mais on a des relations. Et ce qui est extraordinaire, c'est au laboratoire, on peut les manifester, ces relations. On peut manifester qu'effectivement, il y a la forme, hein, la manifestation la plus aboutie, dense dans laquelle nous sommes tous, mais il existe aussi un plan d'énergie, un plan qu'on pourrait appeler de spiritus, hein, où on va parler de l'énergie de vie originelle, qui sont les 3 états de la manifestation, le corpus animus spiritus. Après, au-dessus, il y a encore autre chose, mais après, c'est de l'incréé, donc finalement, on ne peut pas y faire grand-chose, parce que nous sommes dans le créé, nous sommes incarnés, donc on est bien enfermés en bas, mais on peut travailler à purifier ces 3 plans. Et on peut y rattacher de manière très très simple celle sous le mercure, d'ailleurs, au demeurant. Enfin, donc, il va y avoir un échange entre la matière et l'alchimiste, c'est évident. C'est-à-dire que la matière va nous apporter une énergie, va nous apporter une information, un esprit. Comme nous, on va mettre des choses dans la matière de nos énergies et de notre esprit. Par exemple, au laboratoire, on ne va pas travailler quand on ne va pas bien. Il y a des passages, par exemple en spagyrie, de manière très très simple, en spagyrie, on va à un moment donné réaliser un mercure philosophique, ce qu'on appelle philosophique en alchimie, c'est-à-dire qu'il a des propriétés hors de l'ordinaire, notamment de s'imprégner de toutes les informations qu'il y a autour. Si vous arrivez avec une mauvaise nouvelle dans le laboratoire, le mercure, il va prendre ça à lui. Hein. Le problème, c'est qu'après, vous voulez faire une médecine. C'est quand même dommage de balancer cette information-là dans l'élixir. Donc, il y aura toujours une recherche, effectivement, de mise au neutre émotionnel dans le travail de laboratoire. Et c'est peut-être même ce qui est très intéressant. On est tous un peu pareil. Hein. Quand on dédie un lieu à quelque chose, même pour ceux qui font du yoga ou quoi, on a un petit coin où on fait notre yoga. Et on dit, tu te déplaces? Ah non, 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 je fais que là parce que là, ça marche mieux. On est tous un peu pareil. Parce qu'au bout d'un moment, oui, il y a une interaction avec le lieu. Il y a une interaction avec la matière, ne serait-ce que de la pièce dans laquelle on fait les choses. Et c'est, voilà, mais la matière toute première, c'est nous-mêmes, finalement.
ça c'est certain. Hein. Donc c'est un travail de partage avec la matière extérieure que l'on fait pour une transmutation intérieure. Voilà. Transmuter la matière, mais la vraie matière, finalement, c'est nous-mêmes. Et comme je vous disais au tout début, hein, il est très difficile de se faire qu'avec soi-même. Voilà. Il y a des toutes petites expériences pour commencer. Il ne faut pas commencer avec un gros laboratoire. Il y a des toutes petites expériences qui peuvent se faire. Il y en a une d'ailleurs sur le blog, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc j'essaye d'animer quand j'ai le temps, un blog qui s'appelle Les Amis d'Hermès, qui est en fait l'association qui supporte mes activités de transmission. Et où on va séparer le sel, le soufre et le mercure du sel, le sel de cuisine. Ce qui est hyper facile à faire, mais on les voit. C'est quand même vachement bien de voir les trois principes. C'est-à-dire, c'est pas juste une élucubration de quelques mecs un peu barrés. On les voit, c'est tangible. Elles prennent trois formes différentes. Le sel va prendre trois formes différentes avec des propriétés différentes. Voilà. Juste intéressant, le mercure du sel est très intéressant pour les gens pour qui ils n'ont pas le droit de manger avec du sel. Pourquoi? Parce que vous avez le message du sel, donc le goût, mais vous n'avez aucun effet physiologique. Voilà. Donc, après, en plus, on a des tas d'outils derrière qui en sortent hein, pour la santé, etc. Mais c'est quand même une expérience, il faut en gros 2 bassines, quoi. Hein. Une casserole et 2 bassines. Voilà. Et vous faites votre expérience de séparation des 3 principes. Juste commencer par ça. C'est-à-dire de commencer à entrouvrir la porte. On ne va pas directement attaquer au creuset, on est parti, on va mettre telle matière, on va l'ouvrir, machin. En plus, avant d'aller au creuset, quand on met des métaux dedans, on va un peu regarder quand même de temps en temps qu'est-ce qu'on met dedans. Hein, on ne va pas chauffer du mercure, par exemple, comme ça. Hein, il y a des choses qu'il faut avoir. On n'est pas besoin d'être des chimistes, mais on va éviter quand même des accidents bêtes. Hein, il faut savoir que les métaux, de base, par nature, tout le règne minéral ne nous est pas accessible, donc nous est toxique. Donc il va falloir les oxyder, les tuer à leur règne, pour pouvoir les changer de règne. Donc voilà, donc, si vous chauffez un métal, il peut se passer des vapeurs pas sympas pour nous. Hein. Ce qui est très connu, c'est l'antimoine. L'antimoine, son mercure, ça s'appelle de l'arsenic. Vous pouvez faire un collapsus cardiaque quand même. Hein. Donc, alors bien sûr, vous faites ça comme c'est préconisé, c'est-à-dire de manière traditionnelle, parce que le but, c'est de vous émerveiller dans un premier temps. Dans un barbecue, dans votre jardin à l'extérieur, le risque de vous désintoxiquer l'arsenic est quasiment nul. Parce qu'entre la chaleur du barbecue, ça s'élève, c'est très, très volatile. Puis vous n'avez pas le nez pile pas au-dessus. De toute façon, vous ne pouvez pas rester, il y a la chaleur du barbecue. Donc, voilà. Maintenant, par exemple, aller faire fondre, enfin, ouvrir de l'antimoine dans une pièce fermée, c'est dangereux, oui. On fait pas, voilà, il y a des petites choses comme ça, il faut le savoir. Voilà. Alors, Mademoiselle. Juste une question, mais est-ce que l'âge compte pour commencer à... Enfin, avec l'expérience de la vie, etc. Ça fait... oh non. Souvent dans les traités, on dit qu'il faut beaucoup d'années. Certains disent j'ai passé 40 ans de ma vie et j'ai toujours rien compris. Mais dans toute chose, si vous commencez jeune, c'est tant mieux. Hein. C'est tant mieux. Et je me suis posé la question tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes jeunes dans la salle et c'est très réjouissant. Et je voulais changer l'ordre de la communication et j'aurais voulu vous demander, mais comme vous avez commencé, qu'est-ce qui vous a attiré à participer à une conférence sur l'alchimie? Toutes ces sciences, juste on a vu les événements sur Facebook. Et oui, parce que c'est... un peu, ah oui. un peu vaste, enfin c'est un peu flou tout ça pour nous. Du coup, on est là pour vraiment concrètement savoir ce que c'était. Eh bien, vous avez bien fait, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on est jeune et qu'on s'intéresse à l'alchimie, le premier réflexe, c'est de dire je tape alchimie sur mon clavier, je tape Enter, et je regarde les pages qui défilent. Et effectivement, c'est une démarche qui est celle d'aujourd'hui. Mais dans son esprit, c'est la même qu'autrefois. Autrefois, il faut savoir quand même qu'à l'époque où est apparue l'impression, Gutenberg, on ne le dit pas trop, mais les livres les plus imprimés, hormis les impressions de la Bible, c'était des livres d'alchimie. C'était tellement grave, les livres d'alchimie circulaient,
circulait, et c'était devenu tellement grave pour le système en place, c'est-à-dire le roi et le pape, qu'à un moment donné, on a interdit l'impression des livres d'alchimie. Alors comment ça se fait qu'il y a 500 ans, 400 ou 500 ans, on ait interdit l'impression des livres d'alchimie? Moi, je pense que justement, les livres d'alchimie, et la pratique encore plus, permet de retrouver un sens à soi-même, à la vie, aux connaissances de l'univers. Et on commence à penser par soi-même, à regarder par soi-même, et il s'ouvre dans l'alchimiste une lumière qui est liée à sa pratique et à sa façon de penser. Pas forcément... Alors là, il y a plusieurs écoles. Hein. C'est-à-dire, quand on travaille au laboratoire et qu'on fait toutes ces expériences, eh bien, quelque chose se passe forcément, puisqu'on est dans un processus conscient. Et dès qu'on est dans un processus conscient, la conscience évolue. Il existe aussi d'autres voies d'alchimie. Vous avez de nombreux maîtres, hein, si vous remontez au XIIIe, au premier, etc. Il y a des voies qui s'appellent alchimiques, mais qui ne le sont pas, mais qui sont de la haute mystique. C'est-à-dire, et ces personnes ont utilisé, parfois c'était même dans les couvents, de grands alchimistes étaient des moines, hein, et donc ils devaient écrire des choses sans se faire repérer. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'alchimie ouvre la conscience. Et ouvre la conscience à quoi? Au refus de la médiocrité, au refus de la maladie, au refus de la mort. Et pas seulement matériel. Le refus de ce qui tue mon entendement, de ce qui tue mes sentiments, dans sa philosophie. Si je peux me permettre. Et donc c'est une bonne chose d'avoir tous ces jeunes qui s'intéressent à l'alchimie. Excuse-moi Jean-Claude, mais juste... je suis pas d'accord avec le mot refus. Le travail au laboratoire avec le temps nous amène à percevoir la lumière partout. Donc c'est pas le refus des ténèbres, tout ce qui va pas. On est comme tout le monde, on a des yeux, on sait regarder les choses, on voit que ça va pas. Mais on va toujours chercher la lumière. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser beaucoup plus au côté lumineux qu'au côté ténébreux des choses. Et après, notre travail, c'est de libérer la ganse afin de faire éclore la lumière. Mais notre regard se porte sur la lumière et non pas sur les ténèbres. Mère Teresa avait une phrase magnifique qui résume finalement bien la pensée de l'alchimiste. Tant que vous me demanderez d'intervenir dans des colloques contre la guerre, je serai absente. Le jour où ça sera un colloque pour la paix, je serai à vos côtés. Et je crois que c'est vraiment c'est ça la pensée alchimique. Et la pensée hermétiste, d'une manière globale, on s'intéresse à la lumière. Une preuve qui est bien plus intéressante de s'intéresser aux ténèbres, à la lumière qu'aux ténèbres, pardon. Hein, une simple bougie dans une pièce obscure, et la pièce n'est plus obscure. Donc, faisons de cette bougie un brasier flamboyant. Et c'est vraiment ça l'énergie de l'alchimie. On apprend progressivement à percevoir la lumière, à percevoir le merveilleux. Et pour ça, bien sûr, il va falloir enlever aussi nos propres couches, nos propres œillères. Et ça ne se fait pas en un jour, ça c'est certain. Après, il n'y a pas d'âge. Plus on commence tôt, tant mieux. Au contraire, c'est tout ça de gagner. Et il va y avoir un phénomène de libération. Libération de qui l'on est vraiment. Je pense que c'est ça qui est important. Que ce soit nos parents, l'éducation, la société, le travail, tout ça nous a contingencés dans des boîtes et qui ne sont pas nous. Et nous, souvent, à un certain âge, on a tendance à essayer de commencer à taper sur cette boîte et à vouloir comprendre, à vouloir donner du sens à sa vie. Mais plus tôt on le fait, mieux c'est. Hein. Ça évite d'avoir trop de boîtes autour, parce que plus on laisse des boîtes nous enfermer, plus il faudra les défaire après. Mais combien de temps avant la réalisation? Des vies? Une année? Il n'y a aucune réponse à ça. Après, ce sera le chemin de chacun. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une libération de qui l'on est, vraiment. Et ça, on ne peut le faire que... Alors, moi, je parle beaucoup de lumière parce que c'est le terme que j'aime employer. Mais certains vous le diront, c'est par l'amour. Mais lumière, amour, c'est le même mot en hébreu. Donc, vous voyez, on revient à l'origine. En fait, moi, j'avais une remarque, votre réflexion, je me pose aussi la question, dans le sens que
connaître la paix si on n'a pas connu la guerre. Et la petite bougie dans la chambre obscure ne peut rien faire si c'est déjà une chambre lumineuse. Donc elle n'a aucune contribution, disons, dans l'espace s'il n'y avait pas l'obscurité d'une certaine façon. Donc moi je pense dans mon expérience de vie, c'est que justement ces moments obscurs ou ces épreuves désagréables ou cette souffrance, etc., si on les traverse, si on les accueille, c'est ça justement qui nous aide à nous retrouver nous-mêmes et à transmuter justement cette obscurité, mais dans le sens que moi je pense qu'on a cette tendance à être dans la polarisation et la dualité. Et en tout cas, moi, ma compréhension de la chimie, je pense que la chimie, c'est... J'ai beaucoup aimé le titre que vous avez mis, le chemin de vie, parce que je pense qu'on la vit au quotidien, dans le sens que même, comme vous disiez tout à l'heure, on a plusieurs parties, plusieurs boîtes de nous, mais ça fait justement plusieurs parties qui font le nous en entier et qui font un seul nous qui est au-delà de toutes ces petites parties, comme dans la matière ou dans le laboratoire de la chimie. Donc, moi, j'aimerais penser, pour les questions aussi qu'on a posées tout à l'heure, que le laboratoire alchimique est dans la vie au quotidien. Et c'est-à-dire qu'on peut aussi expérimenter dans notre matière, déjà dans notre corps, et dans notre quotidien, quand on va au boulot, on va faire le petit déjeuner ou pas, ou dans les relations avec les collègues ou autres. Et je pense que c'est toute cette façon de le vivre avec conscience et d'observation que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est pas juste le vivre ou le prendre, mais je pense que il y a comme cette espèce de magie qu'on ne peut pas expliquer, qui n'est pas tangible, mais qu'on peut transférer de la chimie du laboratoire à nos vies aussi. Tout à fait. Tout à fait. Le laboratoire rentre en nous. Hein, comme nous, on va mettre l'énergie dans le laboratoire physique, mais le laboratoire rentre en nous. Et donc forcément, le laboratoire, s'il est en nous, on l'a partout. Et effectivement, la vie devient le laboratoire, dans son ensemble absolu. Et d'ailleurs, pour revenir à cette part des ténèbres et de lumière, dans le 15e livre de Thoth, il y a un passage qui s'appelle « Le secret des secrets », qui est peut-être la clé de voûte du Corpus Hermeticum, où Thoth dit « Les ténèbres et la lumière sont de même nature. Seule la forme change. » Et grosso modo, pour résumer les phrases suivantes, « Et il vous appartiendra de transmuter les ténèbres en lumière. » Voilà. C'est ça que fait l'alchimiste. Je voulais donner un autre éclairage sur ce partage. Alors, bien sûr, je vais répéter ce que j'ai dit dès le début. Lorsqu'on essaye de vivre sa vie de façon consciente, lorsqu'on transforme ses expériences en expériences, et qu'on ne reste pas câblé, c'est un chemin de vie, une évolution de conscience, éventuellement une évolution spirituelle. Ce n'est pas de l'alchimie au sens classique, même si les processus sont similaires. Alors on a tendance aujourd'hui effectivement d'appeler ça de l'alchimie, ou même certaines écoles chinoises appellent ça l'alchimie chinoise, l'alchimie interne, etc. Mais je reviens quand même là-dessus. Donc ce n'est pas de l'alchimie, mais les processus alchimiques peuvent être utilisés comme symbole. Mais pas nécessairement. Si vous prenez notre vie de tous les jours, bien sûr, on tombe. Et il y a ceux qui vont rester par terre, et qui vont pleurer, et qui vont attendre qu'on les soigne. Ils n'iront pas en enfer pour autant. Et il y a ceux qui vont se relever, et qui vont se soigner tout seuls. Ils n'iront pas au paradis non plus pour autant, ni en enfer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon de vivre. Il y a des façons différentes de vivre. Et appliquer à sa vie les mêmes symboles que celles qui accompagnent le processus alchimique est quelque chose qui permet à cette personne de vivre autre chose. Et actuellement, le grand piège dans lequel nous sommes, et qui est lié à la pensée analytique, la pensée cartésienne, le management par objectif, etc., et puis tous ces effets induits du management personnel, etc., qui fait que les gens deviennent fous. Donc, vous pouvez résoudre votre vie et votre solution en essayant d'être toujours mieux. Mais à un moment donné, vous pouvez aussi dire « j'arrête, je commence à voir ». Et si vous voulez utiliser une façon de voir de la philosophie alchimique, eh bien ça commence par l'œuvre noire. C'est-à-dire « j'arrête, je tue la forme que j'essaye de préserver parce qu'il y a dedans un malaise qui la rend malade et que j'ignore. Et c'est peine perdue.
C'est peine perdue. Comme disait dernièrement une personne qui me parlait d'alchimie, dans la pensée de Paracels, elle disait la chose suivante, c'est la même sève qui fait fleurir la fleur, qui fait mûrir le fruit et qui fait pourrir le fruit. C'est la même sève. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez vous battre contre la nature, ça ne marchera pas. Les processus alchimiques ont un processus qui va dans une forme de surnature. C'est-à-dire que, eh bien, on va arrêter de faire le héros. On arrête, pour reprendre une image du livre de Jung, hein, qui passe inaperçue, c'est une image parmi d'autres, mais à un moment donné, Jung, dans son livre rouge, parle de la mort du héros. Alors, ce n'est pas tout à fait comme la fin des idoles, ou de Nietzsche, ou ces grands penseurs, mais à un moment donné, il faut arrêter de courir. Surtout si vous voulez la paix. Surtout si vous voulez être tranquille. Oui, mais à ce moment-là, s'effondre tout ce que vous avez cru. Mais au moment où ça s'effondre, qu'est-ce qui s'effondre? C'est la perte de temps et la perte d'énergie. Mais l'énergie, elle est intacte et disponible. Et là, vous reconstruisez quelque chose et vous passez dans une autre phase. Mais il faut avoir ce courage de mourir. C'est la quête de la solution, ça c'est la course à l'infini, et il y a l'autre solution, c'est la dissolution. Et là, on commence l'œuvre noire. C'est-à-dire qu'on va ouvrir les potentiels pour qu'autre chose puisse apparaître. Mais tant qu'on est dans la quête de la forme, on ne dissout rien, donc on ne peut pas libérer les potentiels. Après, il y a une chose qui est très importante à comprendre, je crois, et pour interpréter les livres traditionnels, pour ceux qui intéressent, il faut bien comprendre que nous, notre pensée à l'heure actuelle est une pensée dualiste. Or, tous les textes alchimiques et hermétiques ne sont pas construits en pensée dualiste, mais en pensée ternaire. Et ça, c'est vraiment une des clés de compréhension des lectures. Alors, j'aime bien l'expliquer de manière très très simple. À la maternelle, on explique aux enfants que pour faire du feu, il faut de l'énergie, du carburant et du comburant. Donc on a bien un principe ternaire. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on obtient de la lumière, hein, c'est ça qui est intéressant. L'astrophysique vous dit que l'espace, le temps et la matière. Et si on veut que du coup qu'on puisse aller sur d'autres plans, notamment l'espace-temps d'Albert Einstein, c'est-à-dire qu'on rassemble l'espace-temps en éléments, puis on va reconstruire d'autres dimensions, mais on reconstruit un principe ternaire. Donc dès qu'on a un principe ternaire, on est créateur. Et si on met suffisamment d'énergie, on obtient toujours de la lumière. Comme pas mal, hein. Et c'est ça. Je crois que c'est une des clés importantes, c'est de repenser ternaire. Arrêter cette formule, hein, je pense donc je suis. Il va falloir ajouter une autre dimension. Et cette autre dimension, non seulement elle est la clé de bien des problèmes, des solutions, mais surtout, elle nous ramène à notre juste place en parfaite harmonie. Parce que c'est quelque chose qui est bien plus grand que nous. Tant que nous, on va être au-dessus de tout, eh bien, on est en conflit avec tout. Et on vit dans une société de conflit. Tout le monde est en conflit avec tout, et le tout, la nature, eux-mêmes, les autres, etc. Eh bien, reconsidérer qu'il y a quelque chose qui est bien plus grand que nous, on reprend notre place, et on reprend notre place dans le tout. Voilà. Et ça, c'est vraiment, je pense, le message d'espoir qui est proposé. Alors, comme ça n'a pas l'air pas toujours très simple à percevoir au départ, cette notion ternaire. Mais c'est vraiment... Et d'ailleurs, les gens, on le voit de manière très simple, le nombre de gens qui s'intéressent de plus en plus à l'ésotérisme, quelle que soit la forme. Alors forcément, après, il y en a qui en profitent. Ils essayent d'emmener des gens vers des voies particulières qu'ils ont plus ou moins créées. Mais si on se reporte aux traditions, tradition, c'est pas quelque chose qui se crée du jour au lendemain. Si on prend toutes les grandes traditions initiatiques, viennent soit des mystères d'Éleusis, donc on est dans la Grèce antique, donc on a plus de 2000 années derrière nous. Quand on voit que tout ça, ça vient de l'Égypte ancienne, voilà, ouf, d'un coup, on vient de faire un bond de 4000 ans de plus. Et puis on sait que l'Égypte, en aucun cas, c'était point de départ. Et après, le problème, c'est qu'après, il nous manque de l'information archéologique, je dirais, pour remonter d'une manière juste. Même si on a des bonnes nouvelles qui arrivent là sur les traductions des tablettes sumériennes. Et apparemment, des algorithmes qui commencent à marcher. Mais voilà, on s'aperçoit qu'une tradition, c'est que l'homme l'a expérimenté
depuis longtemps. Si on prend toutes les grandes philosophies, la grande lignée des philosophes qui sont à partir des philosophes grecs, ils sont bien sûr différents, chacun il va de son interprétation, et ce qui est fabuleux d'ailleurs, c'est d'avoir les interprétations de tout le monde, mais on a un fil conducteur, on peut tous les relier. Et ce qui intéresse, c'est ce fil conducteur. Mais on ne pourra trouver ce fil conducteur que si on essaie d'avoir une pensée globale. Hein, c'est la quête de la vérité qui en elle-même est inatteignable, mais plus on aura d'avis différents, et même plus ils seront d'avis contraires, à l'opposé de nos convictions, plus on va peut-être se rapprocher de la vérité. Voilà. Et ça, c'est cette quête de retrouver cette harmonie. Bien sûr, on va le faire dans le laboratoire, mais bien sûr, il n'y a pas que l'alchimie, hein, vous l'avez tous bien compris, que l'alchimie n'est qu'une partie de l'œuvre de l'alchimiste, que l'alchimiste ne fait pas que du laboratoire, il essaie de vivre ce qu'il a pu vivre au laboratoire, il essaie de l'amener à l'extérieur. Pour ça, ça passe par des besoins de travail, de compréhension, mais aussi de manifestation. On ne peut pas faire un travail ésotérique sans à un moment donné passer à un travail exotérique. Et donc, c'est déjà de manière très simple, hein, c'est le mettre en œuvre avec sa famille, ses enfants, ses amis. Et puis progressivement, on essaie d'élargir le cercle au mieux qu'on peut. On essaie toujours de faire de son mieux. Voilà. J'avais une question par rapport à ce dont vous aviez parlé tout à l'heure concernant l'hermétisme, l'alchimie et la théologie. Mm-hmm. Du coup, donc là, c'est plutôt axé à la chimie, mais est-ce que du coup, les trois seraient peut-être reliés? Parce que bon, après, il y a sûrement des expériences à faire avec les planètes, avec les métaux qui sont liés avec les planètes, tout ça. Donc j'imagine que c'est quand même assez important peut-être d'avoir des notions d'astrologie. Et du coup, la théologie, est-ce que du coup, on ne retrouverait pas là le côté ternaire, justement, qui englobe tout? Absolument. Absolument. L'alchimie, le laboratoire n'est qu'une étape. Hein, je vous disais, l'hermétisme repose sur 3 piliers. Hein, donc sa science, l'astrologie, tout ça, tout ce qu'on peut mettre dans tout ce qui va nous nourrir au niveau potentiel, de connaissance des potentiels, le savoir, la connaissance, etc. L'alchimie, l'art. La théurgie, c'est cette capacité de laisser passer l'information. Cette capacité, c'est même pas une capacité, c'est devenir transparent. Mais il nous faut avant le travail intellectuel et le travail de lâcher l'intellect. Hein. D'ailleurs, Tim Burton l'a merveilleusement bien représenté dans son film Alice, où la reine de cœur passe son temps à courir en lui disant « coupez-lui la tête ». Et c'est ça, finalement. Le travail du laboratoire, c'est on apprend à se couper la tête. On apprend à déposer notre mental pour vivre le grand œuvre de la nature. Et donc forcément, si on arrive à commencer à vivre le grand œuvre de la nature, on va pouvoir progressivement rentrer en théologie. Et donc les 3 deviennent progressivement indispensables. Et je dirais qu'à la fin, va rester la théologie. Voilà. Où il n'y a plus du tout de mental, il n'y a plus rien. On est tout court. Et donc on peut laisser passer ce qui est bien plus grand que nous. Peut-être y a-t-il une autre question dans un domaine tout à fait... Allez-y, mademoiselle. Je ne sais pas si c'est une question bête ou pas. Si. Juste me poser la question de comment faire taire le mental par rapport à tout ça. Parce que c'est ça qui nous bloque, c'est le mental. Le laboratoire. J'ai pas trouvé d'autre solution. Sinon tu prends un sac à dos, 2 paires de chaussures et tu pars sur le chemin de Compostelle. C'est les 2 seules choses qui m'ont permis de lâcher mon mental. Voilà, grosso modo, au départ. Le laboratoire m'a permis de lâcher mon mental, mais c'est quand même plus facile à mettre en œuvre que de partir 2 mois ou plus sur un pèlerinage. Mais le pèlerinage, c'est ça. Hein. On apprend à libérer son mental. Attendez, le laboratoire, c'est un lieu de méditation, de rencontre intime avec son être intérieur, donc qu'on retrouve dans la nature, dans la beauté d'une fleur, etc. C'est pour ça que, finalement, on revient à la phrase de mon maître. La première phrase que ma maître m'a donnée, si tu veux tout comprendre dans l'alchimie, regarde l'herbe pousser. Voilà. Alors, oui, si je peux me permettre, on peut faire un développement spirituel, je l'ai dit déjà 3 fois, excusez-moi, ça veut dire qu'on a encore un quart d'heure. On peut très bien faire un développement spirituel en bénéficiant des états de conscience qui changent parce qu'on pratique la peinture.
ou parce qu'on pratique le jardinage. Mais ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire on pratique quelque chose dans l'alchimie, l'opératoire, ou on pratique la peinture, ou on pratique le métier qu'on fait. Et la conscience qu'on met dans la pratique, eh bien, va nous faire évoluer, forcément, puisque la matière ne triche pas. La matière ne triche pas. Si vous tapez à côté, vous allez taper à côté. Elle ne va pas vous dire tu vas en prison. Elle ne dit rien même. Elle dit vous tapez à côté. Donc le deuxième coup, vous tapez droit. Et donc vous apprenez quelque chose. C'est pas que le clou va se mettre à vous parler par télépathie. C'est pas que la fiole de transformation qu'on est en faire va communiquer avec vous mais c'est qu'on apprend en étant conscient à soi-même. Et d'autant plus lorsqu'on est en action. Donc, on peut très bien rentrer, j'imagine, dans un laboratoire en ayant prié, en ayant fait sa méditation, sa purification mentale, ce que vous voulez, d'avoir relu ses textes, d'avoir réfléchi sur les expériences qu'on a loupées, mais vous pouvez aussi y aller sans l'avoir fait. Mais après ça, attends. Je pense à une chose, parce que là, on va s'éloigner un tout petit peu. Il y a des trucs, excuse-moi. Vas-y. Pour libérer le mental, l'art. Voilà. La solution pour libérer le mental, c'est l'art. Et le grand art, c'est l'alchimie. Voilà. Non, c'est très bien, parce que je voulais aussi revenir sur cette... Alors, c'est pas forcément une réponse qui satisfait, mais la question du mental, moi, elle m'a travaillé. Donc, je ne donne pas une vérité, ni une vérité absolue, mais il m'est arrivé quelque chose que je ne comprenais pas. À une époque, c'était il y a 6 ou 7 ans, enfin, quelque chose que je ne comprenais pas. Et curieusement, à ce moment-là, il y avait une pièce de théâtre où il y avait Fanny Ardant qui jouait. Je l'aimais bien quand j'étais jeune. Et je me suis dit, tiens, Fanny Ardant au théâtre, je vais la voir en vrai. Et donc, je suis allé voir cette pièce. Ça s'appelait L'année de la pensée magique. Et il m'a fallu la moitié de la pièce pour comprendre de quoi il s'agissait. C'était un monologue, très beau monologue. Et en fait, à la fin de la pièce, j'ai compris que la pensée de cette femme tournait en rond. Tout au début, ça dure 10 secondes, il arrive quelque chose à cette femme qu'elle ne comprend pas. Et ensuite, pendant toute la durée de la pièce, son cerveau va essayer de donner du sens, et de donner du sens, et de donner du sens, pour se calmer, pour se rassurer, etc. Et elle ne pouvait pas arrêter cette pensée. Elle ne pouvait pas l'arrêter. Et j'ai constaté, cette pièce m'a beaucoup aidé, parce que j'ai mis ensuite quelques mois à comprendre, que lorsque le cerveau n'a pas de réponse, et selon votre caractère, il y en a qui sont un peu plus poussés que d'autres à vouloir des réponses, mais le cerveau, de toute façon, il fonctionne comme ça. Lorsqu'il n'a pas de réponse, il cherche. Et si vous ne bougez pas, si vous restez sur votre chaise en disant « je ne bouge pas tant que j'ai compris », il tourne en rond, et jusqu'à faire tourner la chaise avec vous. Donc, s'il y a quelque chose qui commence à tourner dans la tête, avant que ce soit des pensées qui tournent en rond, mais avant que les pensées tournent en rond, c'est des pensées qui nous traversent. Et c'est intéressant, cette notion de pensée qui nous traverse, parce que, c'est mon expérience, je pense très rarement par moi-même. C'est des souvenirs qui viennent, des souvenirs que j'essaye d'assembler, des événements de ma vie que j'essaye de comprendre. Et en fait, personnellement, c'est l'observation de ces flux de pensées qui a permis un début d'apaisement. Et c'est bien... Ouais. Comprendre, le mot nous donne le problème. Ouais. Comprendre. Mais surtout... Comprendre, on veut prendre. Ouais. Et je vous disais, la seule solution pour entrer au laboratoire, ou pour rentrer dans le principe initiatique que nous propose l'alchimie, c'est d'arrêter de vouloir prendre, c'est de recevoir. Vous voyez, on n'est plus du tout dans la même énergie. Surtout en alchimie, où vous ne comprenez rien dans les textes. Si vous ne levez pas en allant au four ou en se disant « je commence avec quelle matière », on ne comprend pas. Et c'est pareil dans la vie. C'est-à-dire si d'aventure, votre souci, c'est d'arrêter les pensées, parce que si vous avez de belles pensées, vous n'avez pas envie de les arrêter, vous avez remarqué ça. Hein, c'est quand même bizarre. Ouais. Mais pourtant, c'est la même chose. On est emprisonné dans les belles pensées. Sinon, si vous voulez, mon point de vue, c'est si vous voulez arrêter les pensées, passez à la pratique. Si vous êtes en train de penser à ce qu'il m'appellera, ce qu'il m'appellera, ce qu'il m'appellera, ce qu'il m'appellera, vous faites le numéro. Quand c'est que tu m'appelles et la pensée s'arrête. Ouais. Donc l'importance aussi de passer au laboratoire.
Ce qui est important, ce qui est intéressant au laboratoire, mais c'est pareil dans tout art, pour répondre à la question est-ce qu'on est obligé d'avoir un laboratoire, est-ce qu'on ne peut pas le faire en se promenant, etc. Et l'important, c'est de faire quelque chose. Mais ce n'est plus de l'alchimie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas avoir une transformation de conscience, de faire un chemin spirituel, etc. Il y a quantité de chemins spirituels, par l'art martial, par la mystique, par ce que vous voulez. Si vous êtes bonne cuisinière, par la cuisine. Moi, je cuisine très très bien. Et si je... Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Et j'aime ça, et j'aime ça. Voilà. Et j'ai des amis dans la salle qui peuvent l'en témoigner. Non, ce que je voulais dire, si je voulais appliquer les principes de la philosophie alchimique à la façon avec laquelle je cuisine, ben, on n'en a pas parlé, parce qu'on n'a pas parlé de l'œuvre au blanc, on n'a pas parlé de l'œuvre au rouge, qui sont assez difficiles à transposer, parce que la plupart du temps, on est dans un état qui ressemble à l'œuvre au noir, quoi. C'est le marasme. Et, mais quand vous passez si vous transposez la phase au rouge, hein, qui est proche de la multiplication, hein, pour que la pierre, après, elle a un caractère de transmutation, de multiplication d'elle-même. Si je peux, excuse-moi de te couper un tout petit peu, juste pour faire une image là sur l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge, puisque c'est de l'alchimie, c'est de l'art, ben, je vais faire une comparaison avec un art plus simple. Imaginons un tableau. Ben, vous passez dans une galerie, la galerie est noire, il y a plein de trucs, il y a du bruit, il y a du monde, machin, ça c'est l'œuvre noire. Vous êtes en train de chercher un tableau qui vous parle, mais vous ne l'avez toujours pas trouvé. Mais comme vous êtes en train de le chercher, vous œuvrez, vous créez les potentiels. D'accord? Donc ça, c'est l'œuvre noire. Et puis d'un coup, vous avez un tableau qui vous attire. C'est-à-dire, d'un coup, il se passe quelque chose. D'un coup, les matières se séparent. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dans le couloir commence à disparaître, les gens commencent à disparaître, on va dire tout ce qui vous polluait avant disparaît, et le tableau commence à vous attirer. Et ça, c'est l'œuvre blanche. Et l'œuvre rouge, c'est quand vous regardez le tableau, et là, pendant un instant, c'est de la pure magie. Pendant un instant, vous êtes hors de l'espace et du temps. Pendant un instant, vous êtes le tableau. Vous êtes juste dans l'émerveillement qui dure une fraction de seconde parce que le cerveau, qu'est-ce qu'il fait dans la foulée? Hop, il va reprendre le contrôle. Et il dit, c'est joli. Hein. Mais cet fameux instant fugace-là, ça, c'est l'œuvre rouge. Et le but de l'alchimiste, c'est de rendre cet instant permanent. Voilà. Et si vous avez de la chance, et pour transposer le caractère de multiplication de la pierre, en transposant, eh bien, vous communiquez cet état autour de vous. C'est-à-dire que vous avez tous remarqué, je vous le souhaite, que lorsque vous êtes amoureux, les gens vous sourient. Et en plus, vous n'êtes même plus fâché avec le voisin de palier. Et à la limite, il serait presque sympathique. Et mais c'est plus de l'alchimie, hein, c'est simplement des processus de la psyché et de l'être. Lorsque vous dépassez quelque chose qui vous bloquait, qu'on peut appeler un problème, une ombre, n'importe quoi, quelque chose qui vous empêchait d'être entière, et que une fois calmé, vous commencez à voir clair, mais qu'une fois dans cette clarté, vous avez reconstruit votre vie, et qu'à un moment donné, ça devient rouge et lumineux, ça devient lumineux, comme l'a dit Yann, mais aussi il y a un effet secondaire, chaleureux. Le feu a deux caractéristiques, en plus de la transformation. Il est lumineux, il réchauffe et il transforme profondément. Eh bien, ce caractère, il se communique autour de vous. Il se communique. Et si vous avez guéri quelque chose en vous, peut-être que sans le savoir, et les alchimistes étaient souvent des thérapeutes, eh bien, ils commençaient à pouvoir transmettre cette capacité de guérir pour les alchimistes thérapeutes. Nous devons arrêter dans 1 minute et il y aura donc une question. C'est pas une question, ça va être rapide. C'est pas ça le coup de foudre? L'œuvre rouge, la lumière et la chaleur sous l'eau? 2 coups de foudre. Et pour le faire à la grecque, il y a d'abord l'éclair, ensuite la foudre et puis le tonnerre. Je vous remercie et on est rapidement, c'est rapide. Juste une vraie question, est-ce que vous auriez des ouvrages qui seraient conseillés pour commencer? Oui, on vous le donnera dehors. Désolé, on est dans la phase où on doit faire... Pour ceux qui veulent, on peut continuer dehors, mais on veut respecter l'horaire. Il nous l'a vraiment bien fait. Merci pour votre écoute.
bientôt. Avec